Nous sommes en 2025, une nouvelle année commence, et cela veut dire surtout qu'une année vient de se terminer et appartient au passé. 2024 a connu beaucoup de courses exceptionnelles dans beaucoup de catégories du sport auto. Mais aujourd'hui, on va revenir sur un championnat en particulier, sur tous les événements qui ont eu lieu en 2024. Bienvenue dans cette vidéo qui va retracer les histoires et les courses qu'il y a eu pendant la saison 2024 du championnat du monde d'endurance, le WEC. Vous êtes prêts? C'est parti! Le championnat du monde d'endurance 2024 est la 12e saison de ce nouveau championnat inauguré en 2012. Il comporte 8 courses de différentes durées, avec en point d'orgue, au milieu du championnat, les 24 heures du Mans, plus grande course d'endurance du monde. Sinon, on a une course qui dure 10 heures, la manche d'ouverture, une course qui dure 8 heures, la manche de fermeture, et toutes les autres courses du championnat durent 6 heures. L'une des spécificités de la course d'endurance, c'est la présence de plusieurs catégories sur la piste qui roulent en même temps. Au WEC en 2024, il y a 2 catégories différentes qui se disputaient, une toute nouvelle d'ailleurs. Nous avions le LMGT3 et les hypercars. Cette saison, 37 voitures étaient inscrites et nous allons voir un peu en détail quelles sont ces voitures et surtout dans quelle catégorie elles appartiennent. On va commencer très simple en parlant du LMGT3. Le LMGT3 est la toute nouvelle catégorie, anciennement LMGTE. Ce sont des voitures de grand tourisme adaptées à la compétition. Dans cette catégorie, 18 voitures sont inscrites pour 9 constructeurs différents. Une autre des spécificités de la compétition d'endurance, c'est que chaque voiture possède 3 pilotes. Et les pilotes sont classés par rapport à leur âge, leur palmarès et leur expérience de pilotage. On note 4 grades différents, le bronze et l'argent pour les pilotes amateurs, et l'or et le platine pour les pilotes professionnels. En LMGT3, dans chaque équipage, un pilote bronze et un pilote argent sont obligatoires. Le troisième est libre, mais tous les équipages ont soit un pilote or ou platine comme troisième pilote. Faisons maintenant la liste des 9 constructeurs présents, sachant que chaque constructeur a 2 voitures. Ferrari avec sa 296 GT3 portée par le Vista AF Corse, numéro 54 et 55. Voiture qui a une seule année de compétition, mais qui a quand même réussi à remporter les 24 heures de Nürburgring en 2023, plus grosse course de GT3 du monde, ainsi que les 24 heures de Daytona en 2024, en janvier. Donc, c'est une voiture qui promet. On a ensuite les 2 Corvette Z06, toute nouvelle voiture, première année de compétition, qui est la descendante de la dernière GTE à avoir remporté le WEC et les 24 heures du Mans. Elles sont portées par le TS Sport, grosse équipe de GT, et auront le numéro 81 et 82. On en attend beaucoup de ces voitures. On a ensuite 2 Aston Martin Vantage GT3 Evo, toutes nouvelles, portées par 2 équipes différentes. Le Heart of Racing, team américain avec le numéro 27, et le team japonais, D-Station, numéro 777. Aston Martin est un très grand nom du sport automobile GT, et on attend la toute nouvelle version de leur Vantage de pied ferme. Porsche est également de la partie avec la 911 type 992, qui comme Ferrari, est une voiture qui a une seule année de compétition. Elle est prise en charge par le team Mantei, partenaire historique de Porsche depuis des dizaines d'années. La première, la 91, est sous le Mantei EMA, et la 92 est nommée Mantei Pure X Racing, une équipe luthanienne qui cartonne tout dans les sous-catégories d'endurance. Pour les 5 prochains constructeurs, il faut savoir qu'ils n'étaient pas présents au WEC dans les catégories GT, ce qui fait donc très plaisir à voir. C'est donc des petits nouveaux par rapport aux 4 que je viens de citer juste avant, donc peut-être qu'on en attend un peu moins, mais ça promet quand même du super lourd. Ford arrive en compétition GT avec leur toute nouvelle Mustang GT3. On a hâte d'entendre son V8 atmosphérique fabuleux. C'est le Proton Compétition qui engage ses voitures. Équipe ultra expérimentée qui a gagné plusieurs fois des manches du WEC, le WEC en lui-même et même les 24 heures du Mans. On attend donc beaucoup de la 77 et de la 88. On retrouve aussi 2 McLaren 720S GT3 Evo engagés par le United Autosport, écurie anglaise dont le patron Zak Brown est aussi le patron de McLaren F1. La voiture est intéressante et les deux portent les numéros 59 et 95. Déjà, car c'est l'inverse l'une de l'autre, et que McLaren a remporté les 24 heures du Mans 95 avec la voiture numéro 59. Sympa comme clin d'œil, non? On a ensuite 2 Lexus RCF GT3 avec le team français Acodis, équipe ultra expérimentée du GT mais qui ne n'avait jamais fait le WEC ou encore les 24 heures du Mans. Ils ont une voiture ultra expérimentée, la GT3 la plus expérimentée de la grille d'ailleurs, et on attend beaucoup de ces voitures. Les 2 voitures ont le numéro 78 et 87. Déjà, car c'est l'inverse l'une de l'autre, et aussi, j'avoue que j'ai pas trouvé d'autres trucs. C'est moins stylé que McLaren. Pour finir, 2 chouchous du public. En commençant par les Lamborghini Huracan GT3 et le team Iron Lynx. La première, le numéro 60, est bien engagée par le team Iron Lynx. Mais la deuxième, la numéro 85, est du team Iron Dames.
une filiale d'Iron Lynx qui a pour objectif de mettre les femmes en avant dans le sport automobile, et aussi en amener des nouvelles. L'équipage de la voiture est donc 100% féminin, et est d'ailleurs la dernière voiture à avoir remporté en catégorie LMGTE AM l'année dernière, avec une Porsche 911 RSR 19. Et en dernier constructeur, voici BMW et le team WRT. Cette équipe belge a remporté tellement de courses dans tellement de catégories différentes en endurance, avec très peu de temps d'adaptation. Avec le LMGT3, WRT se lance donc un tout nouveau défi. La première voiture est la 31, mais la véritable attraction, c'est la numéro 46, dont un des pilotes est Valentino Rossi, nonnuple champion du monde de MotoGP. Voici donc un récap des 18 voitures engagées en GT3 pour le WEC. C'est un magnifique plateau. Sachez que pendant cette vidéo, nous n'allons pas beaucoup détailler les événements dans cette catégorie. On verra les très grandes lignes bien sûr, mais détailler ces courses serait bien trop long pour la vidéo. On va surtout parler aujourd'hui de la catégorie de Rennes, la catégorie de pointe, l'hypercar. Et là, l'hypercar, c'est vraiment un truc de fou. On a également 9 constructeurs, mais cette fois-ci on a 19 voitures. Les hypercars sont des prototypes de compétition uniquement pour la compétition. Elles sont toutes hybrides et ont toutes des technologies différentes. Elles répondent à l'une des deux réglementations que sont le LMH et le LMDH. Le LMH, c'est une réglementation très libre. Design, technologie utilisée, hybridation non obligatoire, bref, c'est très libre. On met en avant la technologie. Le LMDH, lui, est bien moins libre. Les constructeurs prennent un des 4 châssis de la réglementation, Oreca, Ligier, Dallara ou Multimatic, hybridation obligatoire, certaines pièces dont le moteur électrique sont en commun, bref, on cherche plus la compétition que l'innovation. Les LMDH sont d'ailleurs les voitures de base de la catégorie GTP, la catégorie reine du deuxième plus gros championnat d'endurance, qui est le championnat d'endurance américain, l'IMSA. Un jour, on parlera de ce championnat, il est vraiment fabuleux. D'ailleurs, pour les fans de l'IMSA, je tourne cette vidéo le vendredi juste avant les 24 heures de Daytona. Je sais donc que c'est BMW en pôle, c'est un truc de fou. S'ils sont capables de gagner, ça va être un truc de fou. En parlant de BMW, commençons par eux, car leur M-Hybrid V8 fait également le WEC. Et c'est la première fois en 2024 que cette voiture faisait le WEC. La numéro 15 et la numéro 20 sont portées par le team WRT. Un autre nouveau défi pour cette écurie belge. Les équipages sont prometteurs, mais la première année de la voiture en IMSA a été compliquée. Espérons que la voiture ait fait des progrès pour cette saison qui sera très relevée. Alpine arrive aussi avec 2 voitures pour sa toute première saison en hypercar avec ses numéros historiques 35 et 36. Après avoir fait partie des meilleures voitures de la catégorie LMP2 ces 10 dernières années, Alpine s'attaque à son plus gros projet en endurance depuis les années 70 avec sa toute nouvelle A424, l'une des chouchous du public par son style. Et surtout, le projet le plus sérieux de la marque en 2024. Les équipages sont bons, très bons même, et la 36 avec Mick Schumacher dedans s'annonce comme l'une des favorites des fans. Lamborghini s'engage également pour la première fois dans une compétition prototype de son histoire, et s'attaque à un énorme défi, se battre avec les plus grands constructeurs de l'histoire du sport auto, avec moins de budget qu'eux, et surtout avec une seule voiture, la SC63, est magnifique. Elle est pilotée par des pilotes exceptionnels elle aussi, mais nous n'avons aucune idée des capacités de cette voiture à rivaliser avec les autres constructeurs, espérons qu'elle ne soit pas ridicule. Quoi ? Pour finir avec les petits nouveaux, voici Isotta Fraschini. Ce tout petit constructeur de luxe dans les années 1920 revient d'entre les morts pour porter un projet unique en son genre. La Typo 6C est le plus petit budget de l'hypercar et sera bien sûr le petit poucet de la bande. Tout le monde n'a qu'une hâte, c'est de voir comment elle va s'en sortir, même si ses pilotes s'annoncent beaucoup moins exceptionnels que les autres. À partir de maintenant, on va parler des 5 derniers constructeurs et ce sont 5 constructeurs qui étaient déjà présents au WEC en 2023. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une année d'expérience. On attend beaucoup de ces 5 constructeurs. On commence avec Peugeot et sa 9X8, la plus belle des hypercars à mon goût. La voiture sans aileron arrière, la LMH la plus optimale du monde. Mais les performances de la voiture ne sont pas à la hauteur des promesses données. Elle n'est pas encore assez performante et pas encore assez fiable. On attend une évolution majeure de la voiture à partir de la deuxième manche du championnat à Imola. On parle même d'un aileron arrière. Attention. Ensuite, Cadillac, avec une seule voiture, portée par le Cadillac Racing. Cette voiture est d'ailleurs la seule où sur les manches de 6 heures, seulement 2 pilotes seront dans la voiture. La V-Series R est sûrement la LMDH la plus iconique avec son V8 américain qui pourrait réveiller les morts. La voiture sort d'une première année très intéressante, avec le titre en catégorie GTP aux USA, en IMSA, et même un podium aux 24 heures du Mans. J'en attends beaucoup de cette voiture en 2024. Les 3 derniers constructeurs, ce sont les vrais favoris dans la catégorie hypercar. Le moins impressionnant des 3 en 2023, c'était Porsche. La 963 est une voiture qui manque un peu de performance. Elle était rapide, mais difficile à piloter selon ses pilotes. Il faut que la voiture fasse des progrès pour cette saison 2024. Surtout que 5 Porsche seront au départ. 2 officiels, portés par le team Penske, la 5 et la 6, 2 par le team Jota, la 12
et la 38, équipe impressionnante l'année passée, qui avait qu'une seule voiture, mais qui a quand même réussi à mener les 24 heures du Mans pendant presque 1 heure. Et une autre voiture, menée par le team Proton Competition, la 99. Cette voiture porte d'ailleurs, cette saison, les couleurs de la Porsche ayant gagné les 24 heures du Mans 1994. Il y a donc 30 ans. J'ai vraiment hâte de voir la voiture dans la Sarthe. Ce sera ma voiture préférée de très loin. Je vous avoue que je m'en suis toujours pas remis de cette déception d'ailleurs. Toujours pas. Ensuite, nous avons la voiture qui a fait l'attraction principale de l'année dernière. Ferrari. La 499P est la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans en 2023. Ce monstre de puissance doit maintenant prouver sa valeur et sa vitesse sur tous les autres circuits du calendrier. Les 2 voitures de l'année passée, la 50 et la 51, sont les mêmes, mais on peut ajouter une voiture, la 83, toute jaune, toute magnifique, avec un très bel équipage aussi, et comme pilote phare, Robert Kubica, ancien pilote de Formule 1. Pour finir, nous avons les indétrônables. Toyota, la marque qui domine l'endurance depuis 2018, a gagné toutes les courses de 2023, sauf Le Mans. La livrée passe par contre du rouge au blanc au noir mat magnifique et n'a qu'une seule mission, garder sa couronne mondiale et reprendre le trône des 24 heures du Mans pour chercher enfin une victoire avec de la véritable compétition. Passons maintenant à comment fonctionne le championnat. Le championnat, en vérité, il y en a 5 en tout qui se jouent. En LMGT3, il y en a 2. Un pour les pilotes et un pour les voitures. Jusque-là, tout va bien. En hypercar, c'est un peu plus compliqué. Comme vous avez vu avec Porsche, il y a 5 voitures engagées. 2 officiellement, la 5 et la 6, et on a également la Porsche numéro 12, la 38 et la 99 qui sont engagées par des teams privés. Ferrari c'est pareil, la numéro 83, la jaune, n'est pas engagée officiellement. On a bien sûr le championnat pilote, tout comme il y est présent en LMGT3. Mais on a également un championnat constructeur, donc on prend le résultat constructeur, il est un peu plus compliqué que celui de la Formule 1. En Formule 1, on additionne le score de toutes les voitures, des 2 voitures du constructeur, et puis on fait un championnat constructeur. En hypercar, on prend un classement donné, le championnat pilote suit bien sûr le classement de la course en elle-même, mais le championnat constructeur prend uniquement le meilleur résultat de la voiture du constructeur engagé. Les voitures qui ne sont pas engagées officiellement ne comptent pas. Donc c'est-à-dire que si jamais il y a une Porsche privée qui finit devant la meilleure Porsche officielle, c'est le résultat de la Porsche officielle qui compte pour le championnat constructeur. Vous allez me dire c'est ultra injuste pour les voitures qui sont engagées en étant des équipes privées, et bah elles ont leur propre championnat qui s'appelle la Coupe du Monde des équipes. Le système de points est exactement le même que celui de la Formule 1, 25 points pour le premier, 18 pour le deuxième, etc. etc. Et on ajoute 1 point pour la voiture qui fait la pole position. Sur les courses de 10 heures et de 8 heures, les points sont multipliés par 1,5. Et pour les 24 heures du Mans, les points sont doublés. Il est donc ultra important de bien performer dans cette course. Voilà, on a toutes les bases pour attaquer ce championnat du monde d'endurance 2024. On va prendre notre machine à voyager dans le temps. Rendez-vous en février 2024 pour les 1812 km du Qatar. C'est la première fois que le WEC se déplace au Qatar. Le circuit en lui-même, je ne suis pas très fan. Mais ces nombreux virages rapides vont être intéressants pour les hypercars, je pense. Une semaine avant la course, se tient les prologues de début de saison du WEC, où les voitures peuvent essayer leur monture et se préparer pour la saison à venir. Les sessions doivent se dérouler le vendredi et le samedi, mais on a un léger problème. Un problème qui fait qu'on va peut-être même pas faire la course au Qatar. Il y a un important conflit armé qui se déroule dans la mer Rouge depuis le mois de janvier. Et les transports de toutes les marchandises pour le WEC est énormément retardé. Les séances sont donc décalées dans tous les sens pour au final se tenir du lundi au mardi. 4 sessions en tout, 3 à faire. Celles que les voitures ne font pas, c'est soit la toute première, soit la dernière séance. Sur la première session, il n'y a que 9 voitures qui ont fait la session. C'est un truc de fou parce que c'était les seules équipes où tout était déjà vraiment arrivé à l'avance. Toutes les autres voitures ont fait les séances 2, 3 et 4. J'imagine pas l'enfer que les équipes ont vécu parce que le transport lié aux personnes, lui, s'est déroulé sans problème. Donc tout le monde était arrivé à temps pour s'installer jeudi, vendredi et puis rouler samedi et dimanche. Sauf que là, tout le monde s'est retrouvé un peu nul, vu que tout n'était pas arrivé, littéralement. Ça devait être angoissant, j'imagine pas le niveau, ça devait être terrible. Mais au final, tout s'est bien déroulé, tout est arrivé comme prévu. Sur ces essais, on remarque une chose. Porsche s'annonce diaboliquement fort. D'ailleurs, la pole position, c'est pour la Porsche numéro 5, suivie de la Toyota numéro 7, qui est juste derrière, et la Porsche Jota numéro 12. Ferrari, Cadillac et une Peugeot sont en embuscade,
et derrière c'est assez serré. En LMGT3, c'est la Corvette numéro 82 qui prend la pole position, suivie de la Porsche 92 et de la Ferrari 54. Aston Martin est en embuscade juste derrière. Ça y est, on est prêt. Place maintenant à la première course du championnat. La saison se lance sur un départ très impressionnant. La Ferrari 50 qui démarrait en 4ème a pris un envol incroyable et prend même la première place au premier virage. La Peugeot la mieux classée prend la 3ème alors que la deuxième Peugeot subit un tête à queue à cause d'un contact avec la Cadillac. En GT3, c'est bien plus calme, très peu de changements, même si la D-Station prend la 3ème place. Et quelques tours plus tard, la Porsche numéro 92 dépasse la Corvette de tête. C'est la Toyota numéro 7 en hypercar partie 2ème qui perd beaucoup de temps. Elle est 8ème très tôt dans la course. Le début de course est très animé, la Ferrari 50, la Porsche numéro 5, la Peugeot 93 et les deux Jota. La Peugeot va d'ailleurs profiter d'une bataille entre les deux premiers pour se débarrasser de la Porsche. Puis quelques tours plus tard, dépasse magnifiquement la Ferrari 50 à l'extérieur au premier virage pour prendre la tête. Peugeot en tête. La dernière fois qu'on avait dit ça, c'était aux 6 heures de Monza 2023. En GT3, la Corvette perd beaucoup de terrain. Quand la Porsche 92 et les deux Aston Martin s'envolent. Lors de la première phase à 0 stand, c'est la Porsche numéro 6 qui s'en sort le mieux. Elle qui était partie très haut dans le milieu de plateau, elle ressort 2ème, juste derrière la Peugeot de tête. La Cadillac qui était pas si mal, perd beaucoup de temps à réparer les dégâts de son aile après le contact au premier tour. Puis là, premier coup de théâtre. La Ferrari 50 reçoit un drive-through de pénalité car la voiture a franchi la ligne blanche à l'entrée des stands et perd donc beaucoup de temps dans la lutte pour la victoire. Elle qui était si bien partie. Dans le top 5, on a donc la Peugeot, puis 4 Porsche. Mais la Peugeot prend large au premier virage au 54e tour et la Porsche numéro 6, partie loin au départ, prend la tête de course. Un tout petit peu plus tard, un accident assez étrange a lieu. Toute la partie arrière de la Ferrari numéro 51 se sépare de la voiture et perd elle aussi de temps. Les deux Ferrari officiels connaissent des problèmes. La mieux classée des trois est donc la jaune privée numéro 83, classée 7ème. En GT, la Porsche 92 s'envole quand toutes les autres voitures se battent pour les positions et le podium. Et les batailles sont très belles. Toute la course, on a eu des batailles dans tous les sens. Et il y a une voiture qui entame une belle remontée, c'est la Cadillac numéro 2, qui est l'une des voitures les plus rapides sur la piste, voire même la plus rapide. Elle se bat avec les deux BMW pour rentrer dans le top 10 de la catégorie d'ailleurs. En GT3, la Corvette 81, qui est partie en pole, elle, connaît des problèmes, puis devra abandonner pour des ennuis mécaniques. Quel dommage pour cette voiture qui promettait une très bonne course. La course continue, et au jeu des stratégies, les positions se changent, sauf pour les 3 premières places, verrouillées par la Porsche numéro 6, la Peugeot 93 et la Peugeot numéro 5. Les Porsche Jota sont vraiment pas loin. Les Ferrari tentent tant bien que mal de remonter dans le classement, tout comme les Toyota qui ont l'air de s'ouvrir au niveau du rythme de course. Au premier trait de course, le soleil commence à se coucher. Et Isotta Fraschini connaît des problèmes et abandonnera pour des problèmes de suspension. Première course compliquée pour le jeune constructeur italien. Va suivre ainsi une très belle bataille entre les Ferrari qui remontent et les Toyota qui souffrent, nous rappelant les meilleurs moments de 2023, sauf que l'année dernière, cette bataille c'était pour la tête de course. Et là, c'est pour la 9ème. Alpine et BMW, eux, se battent ensemble pour les derniers points du classement, pour leur première course en WEC. Et aussi la Porsche Proton, qui est la seule des 5 Porsche à ne pas être dans le top 5. À la mi-course, la Cadillac connaît un incident avec une BMW GT. Et il n'y aura pas de dégâts pour les deux voitures. Mais l'américaine sera pénalisée pour cette action, qui a été jugée un peu trop dangereuse. Nous avons ensuite l'Aston Martin qui avait subitement pris la tête de la catégorie GT3, qui fait une tête à queue, toute seule, et perd donc un temps fou. Elle avait une stratégie de fou, mais du coup la Porsche 92 reprend la tête. Il reste une centaine de tours à faire sur les 335. Cela fait presque 7 heures que ça roule. Et la nuit commence vraiment à tomber, et les écarts entre les voitures se creusent en hypercar. En GT en revanche, c'est encore très tendu pour les positions qui donnent de gros points. On a d'ailleurs des batailles dans ce milieu de plateau entre les Ferrari et les BMW qui est vraiment impressionnant. Dans le top 5 hypercar, cela semble un peu verrouillé. La Porsche 6, la Peugeot 93 sont toujours première et deuxième, mais la Porsche 12 qui fait une course folle a réussi à dépasser la Porsche numéro 5 au jeu des arrêts au stand. Et la deuxième Porsche du team Jota, la 38, est juste derrière. Puis la course commence à se calmer. L'objectif est de tenir le coup jusqu'à la fin. Mais rien n'est encore fait. La Porsche 5 et la Porsche 38 se battent pour la 4ème place. Et c'est très tendu. Mais la Porsche 5 sortira vainqueur de ce duel. En GT, l'Aston 777 et la BMW 31 se battent pour la 4ème place de façon ultra agressive. Puis, la Porsche numéro 5 sort dans le bac à gravier en perdant le contrôle de sa voiture. Aucun dégât à déplorer, mais le camp Porsche commence à s'inquiéter. Les Alpines et les BMW continuent encore et encore à se battre pour les derniers points. C'est alors que là on a un petit coup de théâtre. La voiture de tête connaît un problème. Kevin Estre tente de dépasser une Lexus, mais la pousse dehors. Certes, aucun problème pour les deux, mais ça amène la GT très loin dans les graviers. On a jugé que personne n'était responsable, aucune pénalité n'est donnée. On a ensuite l'image de la course. La Ferrari 51 tente de dépasser la Toyota numéro 8 dans le dernier virage, sans succès.
Et c'est la Porsche Proton qui essaye d'en profiter en la dépassant, mais se fait plaquer contre le muret des stands, mais réussit quand même à dépasser la Ferrari. L'image est folle car on est passé à pas grand chose de la catastrophe, et la Ferrari sera d'ailleurs pénalisée. Lors des derniers arrêts au stand, la Porsche Jota 38 ne redémarrera pas et perd une prometteuse 5ème place bien méritée. Dommage, il reste quand même la numéro 12 qui est toujours 3ème. Au même moment, on aperçoit que la Porsche numéro 6, qui a eu un contact avec la Lexus plus tôt, n'a plus son panneau de numéro sur le flanc gauche à cause de ce fameux incident avec la Lexus. La voiture fait donc un arrêt supplémentaire à 30 minutes de la fin pour pouvoir coller sur la voiture un sticker avec son numéro, pour être sûr que la voiture respecte le règlement. Mais elle a tellement d'avance que tout va bien. Elle ressort toujours en tête devant la Peugeot. Par contre, on anticipe que la Porsche 93 va se faire rattraper dans les derniers tours par la Porsche Jota numéro 12 et la Porsche numéro 5. Qui va avoir cette deuxième place? Il reste seulement 2 tours et on aperçoit les 3 mêmes voitures dans le même champ. Elles sont séparées de 2 secondes, quand soudain, la Peugeot est au ralenti. Elle n'a plus de puissance. Elle n'a même plus d'essence en fait. La bataille se va jouer donc entre la Porsche numéro 12 et la Porsche numéro 5. Et ce qui est sûr, c'est que la Porsche numéro 6 franchit la ligne en tête après avoir mené presque toute la course. La Porsche numéro 12 résistera à la Porsche numéro 5 pour réaliser un triple Porsche. Peugeot finit quand même la course au ralenti dans le dernier tour, bien plus loin classé en 7ème place. Après une remontée folle, c'est la Cadillac qui finit 4ème, mais sera disqualifiée quelques semaines plus tard pour des dimensions de la voiture trop grandes, ce qui fait que la Ferrari 83 est classée 4ème. Cette voiture a été discrète mais a connu une course tranquille qui lui a permis d'être bien classée. La meilleure de Toyota est 5ème, quant à la Peugeot 93, elle finit 6ème. Mais elle sera elle aussi disqualifiée pour son dernier tour trop lent, et surtout un dernier tour où elle a utilisé que son moteur électrique pour avancer, ce qui est totalement interdit. La Ferrari 50 prend donc cette 6ème place. Très belle 7ème place pour Alpine, quand la meilleure des BMW est elle 10ème. Lamborghini finit la course mais n'avait aucun rythme, très loin derrière. En GT3, la Porsche 92 du Pure X Racing gagne la course, loin devant les 2 Aston. Les 2 Ferrari et les 2 BMW qui ne se sont pas lâchés de la course prennent les positions 4, 5, 6 et 7. Pour les derniers points, nous avons la Lamborghini d'Iron Dimes, très discrète, puis la Ford 88, très solide pour sa première course. Et la Corvette 82 finit 10ème. La grosse déception en GT, ce sont les Lexus qui sont vraiment toutes les deux à la ramasse, tout comme les McLaren qui ont manqué de chance durant cette épreuve. La conclusion de cette première course, c'est que Porsche s'annonce très fort en ce début de saison. Toyota manque cruellement de rythme par rapport à l'année dernière, et Ferrari, eux, manquent totalement de rigueur, alors qu'ils avaient potentiellement la voiture la plus rapide de la grille. Ceci était la dernière course de la Peugeot 9X8 sans aileron arrière, et on trouve ça dommage qu'elle ait été gâchée. À 2 tours près, elle finissait 2ème pour sa dernière course, ça aurait été incroyable. Mais malheureusement, ils sont passés à côté de cette occasion. Derrière, Alpine et BMW vont sûrement se jouer les petits points, si jamais ils vont récupérer les pots cassés quand devant ça va se péter la gueule. Et Cadillac, eux, semblent également très rapides, il faut maintenant qu'ils arrêtent de manquer de chance. Lamborghini et Zota Fraschini semblent quand même assez loin derrière. En GT, une hiérarchie va peut-être se dessiner aussi. Porsche, Aston Martin, Ferrari et BMW semblent être les 4 forces du plateau. Lamborghini et Ford, pourquoi pas, ne sont pas très loin. McLaren et Lexus sont à la ramasse, et Corvette aussi. Mais bon, une seule course sur les 8 a été faite, surtout sur un circuit qui est très atypique. Maintenant, on revient en Europe pour la deuxième manche de la saison, les 6 heures d'Imola. Deux mois d'attente entre 2 courses, c'est ultra long. Mais l'avantage, c'est que ça permet de se mieux préparer pour la suite de la saison et aussi d'avoir quelques news. La première est l'inauguration des tout nouveaux pneus pour la catégorie Hypercar, permettant de mieux les identifier d'un point de vue extérieur et spectateur. Par contre, ils auraient pu se mettre d'accord avec la F1 pour avoir le même code couleur, parce que là, c'est très perturbant. La deuxième news, c'est une news assez conséquente, c'est la fin du partenariat entre le team Chip Ganassi et Cadillac. Ce qui fait que l'année prochaine, Cadillac, pour l'instant, n'a pas d'équipe qui va soutenir le projet. Est-ce que Cadillac va continuer le WEC ? On ne sait pas. La dernière news, la plus attendue bien sûr, c'est les visuels de la toute nouvelle Peugeot 9X8. Alors déjà que c'était la plus belle voiture de la grille, l'ajout de l'aileron arrière ne dénature pas du tout la voiture, et la nouvelle livrée est très belle. J'avoue, elle laisse personne indifférent, mais vraiment personne. Par contre maintenant, vu que c'est une toute nouvelle voiture, il faut laisser un tout petit temps d'adaptation à l'écurie pour s'adapter, mais par contre, on attend à ce que ça gagne, et ce que ça joue des podiums. Là c'est impératif. Bon, maintenant parlons du circuit où nous sommes. Imola.
Imola est l'un des circuits les plus appréciés, car ses enchaînements de virages rapides, et surtout son côté vintage avec de l'herbe et du gravier, séduit énormément. Mais tous ces enchaînements ne facilitent pas du tout les dépassements, et va donc rendre la course intéressante, surtout d'un point de vue stratégie, alors que sur la piste ce sera peut-être un peu moins intéressant qu'au Qatar par exemple. Imola, c'est surtout un circuit connu pour le drame énorme qu'il y a eu en 1994, où le même week-end de Formule 1, Roland Ratzenberger et Ayrton Senna y ont perdu la vie. Beaucoup d'hommages ont lieu, notamment sur la livrée d'une des GT3 de McLaren, et même sur le casque de beaucoup de pilotes. Parlons maintenant des qualifications qui donnent une toute autre tendance qu'au Qatar. Du moins en hypercar. En LMGT3, c'est la Porsche du Purix Racing qui a dominé la manche au Qatar qui signe la pole devant une Aston Martin, les deux BMW et les Iron Dames. En hypercar en revanche, ce sont les Ferrari qui se montrent très fortes à domicile. Les 3 499P sont classés dans les 3 premières places, suivis des 2 Porsche officiels, puis des 2 Toyota. Mais entre les 2 japonaises se trouve la BMW numéro 20 qui se montre très à l'aise sur ce circuit. Les 2 nouvelles Peugeot démarrent 14e et 15e quand Alpine démarre 17e et 18e, leur pire qualification de la saison. En tout cas, à domicile, le cheval cabré s'annonce très fort à Imola. On s'attend à ce que la voiture soit très performante, s'envole assez rapidement d'ailleurs, mais on annonce de la pluie pour la moitié de la course. Et ça va tout changer. Le départ se passe bien, jusqu'au premier virage. Un accident fait sortir 4 voitures différentes. Lisotta Fraschini bloque ses roues, qui emmène avec elle la BMW numéro 15, la Peugeot 94 et l'Alpine 36. Déjà que leur qualification était mauvaise, cela n'améliore pas leur week-end. En LMGT3, la Porsche 91 connaît des ennuis et doit aussi être réparée. La course n'est pas suspendue pour autant, et les 3 Ferrari restent devant en hypercar. Et en GT3, les 2 BMW suivent la Porsche 92. L'Iron Dames connaît un souci elle aussi, qui la bloque au stand pendant quelques temps, et la retire de la lutte pour la victoire. Au bout de 30 minutes, la Peugeot rescapée de l'accident de départ connaît des soucis de boîte de vitesse, qui la ralentit, et finalement peut continuer. Elle perd quand même beaucoup de temps, alors qu'elle était pas si mal classée en vrai. La Toyota numéro 7 a réussi à se débarrasser d'une des 2 Porsche pour prendre la 5e place, alors que la numéro 8 est elle bloquée derrière la BMW numéro 20 qui roule à un assez bon rythme. Au bout d'une heure, chaque voiture possède des stratégies différentes. En LMGT3, rien ne change pour la tête, mais en hypercar, on se retrouve avec la 51 en tête, suivie de la Porsche 6 et de la Toyota numéro 7. En LMGT3, les Ferrari se montrent véloces face aux BMW et mettent une voiture sur le podium provisoire de la catégorie. Pour la 4e place en hypercar, on a une magnifique lutte entre la Ferrari 50, la Porsche 5 et la BMW numéro 20. Au même moment d'ailleurs, la Toyota numéro 7 se bat avec la Porsche 6 pour la 2e place, où la gestion du trafic se montre difficile sur un circuit aussi étroit. Lisotta Fraschini connaît son premier problème avec une sortie de piste pas très méchante à cause des pneus froids. Lors de la 2e vague d'arrêt au stand, la Peugeot numéro 94 connaît des problèmes avec ses pompes pour soulever la voiture. Il doit prendre un consigne gonfleur pour la soulever. L'image est assez amusante, mais fait un peu pitié au final. À la fin de ces arrêts, les Ferrari officiels retrouvent les 2 premières places devant la Toyota numéro 7 et la Porsche numéro 6. Puis, à cause des pneus froids, la Porsche Jota numéro 12, qui se débrouillait très bien jusque-là, se loupe à l'épingle, perd un peu de temps, mais reste bien classée. Avec cet accident, on retrouve une Peugeot dans le top 10. Ça c'est cool. En LMGT3, la Porsche 92 déroule quand les Ferrari et les BMW se battent pour la 2e place. On approche de la mi-course et le ciel s'assombrit. On s'attend à une belle pluie. Mais les voitures peuvent encore s'arrêter sous le sec à 3 heures de la fin de course. Les 2 Ferrari tête se retrouvent côte à côte et se battent assez méchamment, alors qu'elles sont sur 2 stratégies bien différentes. Mais la 51 reste devant la 50. Les 2 Porsche et les 2 Toyota suivent, et la BMW numéro 20 est 8e en faisant une course discrète mais efficace. En GT3, rien ne change, et les BMW et la Ferrari 55 se lâchent pas d'une semelle. En hypercar, la 51 s'envole avec ses nouveaux pneus prêts, quand la Toyota 7 rattrape la Ferrari 50 pour la 2e place. Il reste 2h30 de course et Lisotta Fraschini se sort violemment à la chicane du 3e secteur. On pense à l'abandon, mais l'italienne peut repartir. Mais le Full Cielo est quand même mis en place. Tout le monde est bloqué à 80 km/h. Et la voie des stands est fermée jusqu'à la fin du Full Cielo. Mais au redémarrage, la Ferrari 50 se fait surprendre par la Toyota 7, qui lui prend la 2e place. La piste se rafraîchit avec les nuages, quelques gouttes tombent sans être dérangeantes pour autant. Mais la pluie se fait quand même sentir. La Peugeot 94 fait un tout droit à la première chicane. La Porsche Jota 12 fait un tout droit au dernier virage. Puis la 94, à nouveau, connaît une crevaison assez impressionnante. La direction de course décide de mettre en place une Virtual Safety Car. La Virtual Safety Car, c'est comme le Full Cielo. Tout le monde est limité à 80 km/h, sauf que la voie des stands est ouverte et surtout qu'on met une Safety Car juste après. Pile poil à ce moment-là, la Toyota numéro 7 dépasse un retardataire. La voiture est sous investigation pour savoir si le dépassement a été fait sous drapeau jaune ou pas. Il reste 2h20 de course, on est sous safety car et la pluie est arrivée. Mais pas sur tout le circuit. Et surtout, on ne peut pas s'arrêter, on est sous safety car.
On peut s'arrêter sous virtual safety car, mais pas sous safety car. Et la pluie arrive sous safety car. La renonce va s'annoncer chaotique. Les radios des pilotes fusent pour savoir quoi faire. Est-ce qu'on chausse des pneus pluie? Est-ce qu'on chausse pas des pneus pluie? Est-ce qu'on peut tenir? Ça va être le fou furieux. À la relance, personne ne s'arrête, car on pense que la pluie ne va pas durer. Mais après un tour sans safety car, il reste 2 heures de course et tout le monde s'arrête pour des pneus pluie. En hypercar, les 3 Ferrari de tête ne s'arrêtent pas et restent en pneus slick. Ils tentent le pari. En LMP GT3, c'est la Porsche 92 de tête qui s'est arrêtée, mais pas les 2 BMW qui sont donc maintenant en tête. Tout le reste de la grille GT3 s'est par contre arrêté. 3 tours plus tard, Ferrari fait machine arrière sur sa stratégie et arrête ses 3 voitures pour des pneus pluie. Énorme erreur stratégique pour la marque italienne qui a maintenant presque 1 minute de retard sur la Toyota numéro 7 en tête, qui est toujours sous investigation d'ailleurs, suivi de la Porsche numéro 6, la Toyota numéro 8 et la BMW numéro 20. On apprend ensuite que la Toyota numéro 5 ne sera pas pénalisée pour son potentiel dépassement sur Virtual Safety Car. Au final, elle est bien passée quand c'était encore au vert. Puis, ça y est, le carnage peut commencer. On a des sorties de piste dans tous les sens. Une McLaren et la BMW numéro 15 notamment, full coursiello. À la relance, Cadillac se montre enfin et dépasse la Jota 38 pour rentrer dans les points. Pour les premières places, la lutte entre la BMW numéro 20 et la Toyota numéro 8 est assez intense. Et là, la Porsche Proton, alors 8ème, sort à son tour de la piste au double droit à la fin du dernier secteur. Full coursiello à nouveau. Et à la relance, la Porsche Jota 38 se fait à nouveau avoir, mais cette fois-ci par la Peugeot 93. En LMP GT3, les 2 pilotes BMW qui ont fait le bon choix stratégique en restant en slick se battent pour les premières places de la catégorie. Les Ferrari Hypercar, elles, sont à la ramasse. Elles sont 6ème, 7ème et 8ème. À l'approche de la dernière heure, la Porsche numéro 5 se rapproche de la Toyota numéro 8 et de la BMW numéro 20 qui se battent pour la 3ème place. Et pour les derniers arrêts, les voitures sortent les pneus slick, car la pluie s'est arrêtée. Les Toyotas sont les premières à le faire, et la Toyota numéro 8 se fait piéger, et perd énormément de temps à cause des pneus froids. Ses chances de podium sont anéanties. Puis la Porsche Proton s'arrête à la 2ème chicane, pour des soucis mécaniques, et on connaît une nouvelle Fourcourt-Cielo. Mais c'était peut-être trop tôt pour les pneus slick pour certains. En effet, la BMW numéro 1 qui pouvait jouer le podium connaît une sortie de piste au dernier virage, qui lui fait perdre beaucoup de temps. Quand tout le monde s'arrête, il reste 45 minutes, et la Toyota 7 se retrouve en tête avec moins de 10 secondes d'avance sur la Porsche numéro 6. La Porsche 5, la Toyota 8, la Ferrari 50 et la BMW 20 sont juste derrière. En LMP GT3, les 2 BMW ont énormément d'avance et se battent toujours pour la tête. Mais la 46 doit observer un drive-through de pénalité pour non-respect des procédures de Virtual Safety Car. Quel dommage. La 31 s'envole donc pour la victoire. Pour la tête de la course, la Porsche numéro 6 se rapproche tellement vite de la Toyota numéro 7 car elle doit économiser de l'essence pour finir la course. Mais c'est tellement difficile de dépasser ici que la lutte promet. Pendant les 30 dernières minutes, les 2 voitures ne se lâcheront pas. Pour la 4ème place en LMP GT3, l'Aston Martin 27 et la Ferrari 55 se sont poussés au premier virage, sans réel problème. Mais c'était chaud. Et là, on apprend que la Porsche 6 aura une pénalité de 5 secondes pour non-respect du full coursiello. Donc, elle doit dépasser la Toyota, ce qui n'est pas gagné, et lui mettre 5 secondes d'avance pour être sûr de gagner. Ça sent mauvais pour Porsche. Au dernier tour, la Toyota 8, 4ème, se fait rattraper par la Ferrari 50, qui la double avec une manœuvre magnifique. La course est terminée, et la Toyota numéro 7 remporte la course, juste devant la Porsche numéro 6. Et la Porsche numéro 5. En LMP GT3, les 2 BMW sont premières, la 31 devant la 46, et la Porsche 92. Ferrari est la plus grosse déception de cette course. La marque italienne ne finit que 4ème, 7ème et 8ème. On note quand même une belle 6ème place de BMW, même si je pense que la voiture s'attendait à mieux quand même. La sortie de piste à la fin de course fait mal. Peugeot avec la 93 finit dans les points, juste devant la Cadillac qui finit 10ème. Course à oublier pour Jota et Alpine à cause de pas mal de problèmes de sortie de piste pour Jota et des ennuis au départ pour Alpine. Lamborghini est 12ème mais manque encore beaucoup de rythme. Isota finit très loin derrière. En LMP GT3, Ferrari ressort 4ème devant une Aston. On a ensuite une McLaren, discrète mais efficace, tout comme les 2 Corvettes. La Ford 77 et l'Aston Martin 777 prennent les derniers points. Course transparente pour Lamborghini et Lexus en LMP GT3. Pour Lexus, ça fait 2 fois de suite, il faut se ressaisir pour la 3ème course de la saison. Cette course nous aura fait apprendre une chose. Ferrari, au final, c'est vraiment ultra rapide. Par contre, ça nous rappelle les meilleures heures de Ferrari en Formule 1 avec leurs erreurs stratégiques. Mais ça c'est un autre débat ça. Et surtout, Toyota s'annonce toujours fort d'un point de vue stratégique et organisationnel. Ils n'avaient pas du tout la voiture la plus rapide, c'est peut-être même la 3ème voiture la plus rapide derrière les Porsche et les Ferrari, mais grâce au choix qu'ils ont pris, et surtout à l'expérience de l'équipe, la voiture a réussi à gagner la course. Et ça c'est très bien. On va voir comment ces 3 constructeurs vont s'en sortir pour la 3ème manche de la saison, celle juste avant les 24 heures du Mans, donc l'une des plus importantes, c'est bien les 6 heures de Spa-Francorchamps.
Spa-Francorchamps. Circuit mythique, hein. Chaque virage est légendaire d'ailleurs, hein. Vraiment, c'est un truc de fou. Surtout le raidillon de l'eau rouge, hein. Ce fameux mur qu'on prend à pleine charge, c'est vraiment fabuleux. 7 km en tout pour ce magnifique circuit belge. Ce circuit a connu tellement de moments mythiques dans le sport automobile, que ce soit en endurance, en GT ou en Formule 1. Ce circuit possède des caractéristiques presque similaires au circuit des 24 heures du Mans. C'est donc le test ultime avant la grande course. En qualification, c'est la Ferrari 50 qui s'est montrée la plus rapide, avec plus d'une demi-seconde d'avance, mais a été disqualifiée pour non-respect du règlement technique avec un fond plat non réglementaire. On retrouve donc la Porsche numéro 5, à nouveau en pôle, suivie de la Cadillac qui se montre très véloce, de la Porsche 99 du team Proton, de la Porsche 12 et de la Porsche 6. La meilleure Toyota est 6ème, l'Alpine 35 est merveilleusement en 7ème place, la Ferrari privée est 8ème, puis on a la meilleure BMW, la numéro 20 à nouveau. La meilleure Peugeot va démarrer 13ème seulement. En LMGT3, ça fait assez plaisir, ce sont les Iron Dames qui démarreront en pôle. Derrière, les McLaren, les BMW et les Porsche sont en embuscade. Enfin, une seule des Porsche. La Porsche 92, leader du championnat, a connu une sortie de piste effrayante au raidillon et se qualifie assez en retard. Comme d'habitude, à Spa-Francorchamps, la course s'annonce folle. On n'annonce aucune pluie, mais c'est l'un des circuits où on n'en a pas forcément besoin. Mais malgré cette attente de fou furieux, personne, je ne dis bien personne, n'était préparé à ce que nous allions vivre. Le départ est agité, mais personne ne connaît de problème. La Porsche 99 essaye de se faufiler un chemin vers la deuxième place. Ce sont les Toyota qui ont connu un mauvais départ, mais la Ferrari 51 partie 10ème est déjà 8ème. On s'attend à ce que les Ferrari soient très véloces aujourd'hui. La Ferrari 50 partie dernière tente aussi de rattraper son temps après sa disqualification. Le top 3 commence à creuser l'écart. Tout comme les Iron Dames, qui ont un rythme de fou en ce début de course. C'est la McLaren 59 qui est deuxième, après avoir dépassé la BMW 46. Au bout de 10 minutes de course, la Porsche Proton double la Cadillac après une magnifique manœuvre au raidillon. Elle rattrape ensuite très rapidement la Porsche numéro 5. La Cadillac, elle, n'a pas de rythme. Elle se fait doubler par tout le monde et se retrouve très vite, très vite, 6ème, voire 7ème. La Porsche numéro 6 est 3ème, suivie des Ferrari 51 et 83 et de la Porsche Jota numéro 12. Les Alpines et les BMW sont, comme à leur habitude, en embuscade. Toyota est nulle part en ce début de course par contre. La Cadillac continue de perdre du temps, elle se fait même dépasser par une Alpine pour la 7ème place. Puis après 40 minutes de course, on connaît le premier changement de leader. La Porsche Proton se sert d'un retardataire pour dépasser la Porsche numéro 5. Julien Andlauer au bord de cette voiture fait des merveilles en ce début de course. On a ensuite une bataille pour la deuxième place entre les deux Porsche officiels et la Ferrari 51 qui réussit à dépasser la Porsche numéro 6 pour prendre la 3ème place. En GT, on a de très belles batailles. Mais en 1 heure, les Iron Dames possèdent 30 secondes d'avance. C'est impressionnant. À l'issue des premiers arrêts, le classement ne change pas. Mais à la sortie, la Ferrari 51 prend la 2ème place à la Porsche numéro 5. Les deux autres Ferrari sont 4ème et 6ème. Les italiennes sont vraiment impressionnantes. La Cadillac, elle, essaye de retrouver de rythme. Elle est seulement 10ème. Et à 1h30, on connaît un accident entre la BMW numéro 15 qui touche la Porsche Jota numéro 38, ce qui vient percuter violemment la BMW 46. Ces deux dernières doivent malheureusement abandonner. Virtual Safety Car, et tout le monde s'arrête, dont les leaders. La Porsche Proton change de pilote, mais pendant la safety car, la porte ne veut pas se fermer. Niliani, le pilote, tente tout pour la refermer et finit par y arriver. Le top 6 en hypercar est composé de 3 Porsche, la Proton en tête et les deux officiels, et des 3 Ferrari, qui ont un rythme spectaculaire et qui sont maintenant revenus en tête grâce à la safety car. En GT3, l'ordre ne change pas, mais à cause de la safety car, l'écart monstrueux qu'avait les Iron Dames s'est réduit à néant. D'ailleurs, elles perdent la tête face à une McLaren. La course est relancée 1 heure plus tard. Et la bataille est relancée maintenant que toutes les voitures sont collées. La Ferrari 50 est toujours en train de faire sa belle remontée et est maintenant 5ème. En LMGT3, les deux GT de tête mènent une très belle bataille, à l'avantage de la Lamborghini rose. Plus tard, à la suite d'une bataille impressionnante, la Corvette 92 connaît une crevaison qui l'empêche de finir à une bonne place qui lui était pourtant si bien promise. Crevaison également pour la Lamborghini SC63 qui avait un meilleur rythme que lors des 2 premières courses de la saison, mais devra malheureusement abandonner. Cadillac, elle, continue sa remontée. Et est 7ème à la mi-course. La Toyota numéro 7, elle a connu une pénalité à cause d'un non-respect de la Virtual Safety Car et est loin derrière. Mais à la mi-course, coup de théâtre pour la tête de course. La Porsche numéro 5 fait une erreur avant la dernière chicane et fonce dans le mur. Abandon pour une des voitures prétendantes à la victoire et surtout la voiture qui est partie en pôle. Full course yellow. Cette fois-ci, c'est en GT que la relance est folle. La McLaren 59 et les Iron Dames ne se lâchent pas. C'est magnifique à voir. La Cadillac, maintenant 6ème d'ailleurs en hypercar, se débarrasse de la Ferrari 83 pour prendre la 5ème place. Puis juste après,
La numéro 51 prend l'avantage sur la Proton 99 pour prendre la tête. La folie de Cadillac continue. Elle prend la 4e place à la Porsche 6, dernière officielle du constructeur allemand. Il reste 2h30 de course et tout le monde s'arrête. L'ordre ne change pas pour les hypercars. Mais en LMGT3, si. La McLaren s'envole et la Porsche 91, qui n'a toujours pas marqué de points cette saison, prend la 2e place aux Iron Dames, qui ensuite prennent la tête au McLaren. Pour la 4e place des GT, l'autre Porsche se bat avec la BMW 31, les deux voitures qui ont gagné des courses cette saison. À 2 heures du but, la Porsche 99 est sous la pression de la Ferrari 50 3e, et la bataille se montre difficile dans le trafic. Mais l'italienne réussit à la passer quelques kilomètres plus loin. Les Iron Dames rattrapent la McLaren et lui prennent la 2e place. Les deux podiums sont impossibles à déterminer alors qu'il reste moins de 2 heures de course. On a maintenant une bataille qui se prépare pour la 3e place, entre la Porsche Proton et la Cadillac. En même temps, la Porsche numéro 6 décale sa stratégie pour anticiper une fin de course à temps. Puis la Porsche numéro 12 fait de même. Puis a lieu le drame de la course. La Cadillac, en voulant dépasser la Proton, se décale bien trop tôt et heurte la BMW 31. L'accident est spectaculaire et les deux voitures sont détruites. Et la direction de course décide de mettre un drapeau rouge pour réparer tous les dégâts. Il reste 1h44 de course, mais le temps tourne en hypercar. Et là, on a deux clans. On a toutes celles qui ne se sont pas arrêtées, celles qui ont suivi le rythme de course classique, les Ferrari de tête et quasiment tout le reste de la grille. On a cependant deux voitures qui se sont arrêtées juste avant le drapeau rouge et qui, selon le moment de la relance, peut s'avérer être ultra avantagées. On a la Porsche numéro 6 et la Porsche Jota numéro 12. Elles, en fonction de comment la course va se relancer, elles vont être monstrueusement en avance. Car vraiment, 2 tours après l'accident, toutes les voitures là, qui se sont pas arrêtées, auraient dû s'arrêter. Donc clairement, il n'y a quasiment aucune voiture qui a de l'essence. Sauf que le temps tourne. Les réparations ne sont pas encore faites. Il reste 1 heure de course, 45 minutes de course, 30 minutes de course, 15 minutes de course. Et là, on s'assure, clairement, on se dit, la course est terminée. Ferrari signe un doublé et gagne à Spa-Francorchamps avant Le Mans. C'est génial. Et là, coup de théâtre. Ils y sont autorisés. La direction de course décide de remettre la course au moment où elle s'est arrêtée. C'est-à-dire que, normalement, la course est terminée, ça fait 6 heures que le départ a eu lieu, mais on repart pour 1h44 de course. Si ça, c'est pas stylé, je sais pas ce que c'est. Parce que quand la course est relancée, tout le monde s'arrête, et la 12 se retrouve devant la 6, en première et deuxième place. En GT3, Iron Dames mène la course devant la McLaren 59, et la Ferrari 54 qui se retrouve sur le podium par hasard, et on a les deux Porsche qui suivent. Entre la 3e et la 6e place des hypercars, on retrouve les deux Ferrari et les deux Toyota. La Porsche Proton, elle, tente de remonter de la 8e place et fait une manœuvre magnifique à niveau au raidillon sur l'Alpine, 7e. Puis refait la même chose sur la Toyota numéro 8 pour la 6e place. La Porsche numéro 12 en tête, elle, est plus rapide que la Porsche 6 et commence à creuser un petit écart. En GT aussi, le drapeau rouge a créé des écarts de stratégie. Et à 1 heure du but, la Lamborghini d'Iron Dames perd énormément de temps dans les stands à cause d'une erreur des mécaniciens. Puis elle connaît encore de la malchance quand elle se fait heurter par la Toyota numéro 7, qui sera d'ailleurs pénalisée pour cette manœuvre. Les deux Porsche leaders doivent également s'arrêter, c'est sûr. La Porsche numéro 6 s'arrête en premier et change ses 4 pneus. Puis la Jota 12 s'arrête et ne change que ses 2 pneus gauche. Oui, la Porsche 6 sera plus rapide, mais a perdu plus de temps dans les stands. Impossible de déterminer qui va gagner parmi ces deux voitures. Pour la 4e place, la Ferrari 51 va se débarrasser de la Toyota numéro 7, et les Ferrari sont donc 3e et 4e. On a de l'autre côté une très belle bataille pour la 9e place entre Alpine et Peugeot, qui est très belle. En LMGT3, en bataille pour la 2e place, on a surprise, la Lamborghini 60 qui fait une très belle course face à la Porsche 92 qui se sont toutes les deux très bien sorties lors du drapeau rouge. La McLaren 59 est en tête. D'ailleurs, la Lamborghini rattrape la McLaren et la dépasse au virage de la source. La McLaren devra s'arrêter au stand et ne sera plus prétendante à la victoire. Retrouvons maintenant notre voiture préférée, la Porsche Proton, qui dépasse la 2e Toyota pour lui prendre la 5e place. En GT3, les deux Porsche et les deux Lamborghini occupent les 4 premières places. Mais les deux Lamborghini devront faire un mini arrêt, un mini splash pour remettre de l'essence dans les 2 derniers tours. Quel dommage. Les deux Porsche se battent donc pour la tête. Et à l'issue d'une belle bataille, c'est la Porsche 91 qui prend la tête en 92. En hypercar, on est au dernier tour. La victoire est magnifique, car c'est la Porsche numéro 12 du team Jota qui remporte la course, avec une belle avance sur la Porsche numéro 6 et la Ferrari 50. Première victoire d'une hypercar privée en WEC. Cette course devient donc historique pour sa durée de 7h44. Jota est la première équipe à avoir engagé une hypercar privée, et ses débuts remontent aux 6 heures de Spa 2023. Un an après leur partenariat, Porsche et Jota sont sur le sommet de l'endurance,
en gagnant la deuxième course la plus prestigieuse du championnat. Ferrari, très malchanceuse malgré leur rythme exceptionnel, auront comme lot de consolation les 3e et 4e places. Prompton, eux aussi malchanceux, se retrouvent 5e devant les deux Toyota. La meilleure Alpine est 9e et la Peugeot 93 entre à nouveau dans le top 10. BMW arrache les 11e et les 13e places après une course qui en fait s'est annoncée transparente. En LMGT3, les deux Porsche sont devant les deux Lamborghini qui signent leur meilleure course de la saison, malgré l'erreur dans les stands pour la Dimes qui leur ont sûrement privé une victoire. McLaren très performante est 5e devant une Ferrari, une Aston et les deux Ford qui rentrent dans les points. Tout comme la Lexus 78 qui signe les premiers points dans le championnat pour la marque japonaise. D'ailleurs, faisons un petit point sur ce championnat. Sans surprise, car elle est montée sur tous les podiums depuis le début de la saison, la Porsche 6 est en tête, loin devant la surprenante Jota 12 et la Toyota 7, très régulière aussi. Porsche semble la force à battre à cette saison, et Toyota en challenger régulier. La meilleure Ferrari est en 5e place avec 34 points de retard sur la leader. Quant à la voiture qui est la vainqueur du monde de l'année dernière, elle n'a que 18 petits points. Ferrari semble quand même être la voiture la plus rapide dans ce début de saison avec ce qu'ils nous ont montré à Imola et à Spa-Francorchamps. Mais soit ils s'auto-sabotent d'un point de vue stratégique, soit ils ont une malchance monstrueuse avec les safety cars. Là, il faut vraiment que le chat noir sorte du stand. Là, c'est plus possible. Les deux constructeurs qui sont en embuscade dans ce début de championnat, et c'est assez étonnant de dire ça, c'est Alpine et BMW, qui se battent à chaque fois pour les petits points, certes, mais au final, ils ne sont pas si loin de la concurrence qui est devant. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange parce que on s'attendait à ce que Peugeot et Cadillac aient ce rôle. D'ailleurs, Cadillac est énormément décevant. Cadillac, on s'est attendu à se voir au début de la grille, vraiment sur les meilleures performances, mais ils gâchent tout depuis le début de saison. C'est quand même un truc de fou, ils doivent se ressaisir, surtout que la prochaine course, c'est Le Mans. Peugeot, eux, ils possèdent un assez bon rythme en course, et ils ont des assez bonnes stratégies, ils s'en sortent assez bien, mais ce qui pêche, c'est leur rythme en général. Hein. Sur un tour, le rythme est désastreux pour Peugeot. En ce qui concerne Lamborghini et Isotta Fraschini, ils sont vraiment loin du lot. Lamborghini, on sent qu'ils se rapprochent quand même, Isotta Fraschini, ils sont quand même encore vraiment loin. En plus d'Isotta Fraschini et de Lamborghini, 4 voitures n'ont toujours pas marqué de points cette saison. La Porsche Jota 38, d'ailleurs je trouve ça assez étonnant au vu de comment la Porsche Jota numéro 12 est bien classée. La Peugeot 94 qui vraiment a moins de rythme que la 93. L'Alpine numéro 36 qui pourtant a un équipage de fous furieux avec Nicolas Lapierre et Mick Schumacher s'en sort bien moins bien que la numéro 35. Et en dernier, on a la BMW numéro 15 qui est un tout petit peu en dessous de la BMW numéro 20. Mais vraiment un tout petit peu. Au classement des constructeurs, Porsche, Toyota et Ferrari sont devant, Alpine et BMW sont en embuscade pour la 4e place, et pour la Coupe du Monde des équipes, la Porsche Jota 12 est première devant la 83, la Proton 99 et la Jota 38. En LMGT3, la Porsche 92, seule voiture régulière de la catégorie, est loin devant ses rivales. Les deux Aston Martin et les deux BMW sont séparés de 7 petits points. La Porsche 91 qui a remporté les 7h44 de Spa est 6e devant les deux Ferrari, les deux Lamborghini et les deux McLaren. Ford, Corvette et Lexus sont les moins bonnes voitures de cette saison. Lexus est de très loin la pire. Voilà, on vient de faire 3 courses dans cette saison du WEC. Alors oui, c'est le concept de l'endurance, mais ça fait longtemps qu'on l'a vu. Depuis le début de la saison, ce ne sont pas les meilleures voitures qui s'imposent forcément. En même temps, il y a tellement de choses à gérer en endurance que être rapide ne suffit pas. Et d'ailleurs, ne suffira jamais. Mais en tout cas, Porsche s'annonce quand même être la voiture à battre en ce début de saison. Et la prochaine manche de la saison va être fatidique, car c'est la plus importante de la saison. Celle qui est la raison pour laquelle ce championnat d'endurance existe, sûrement la raison pour laquelle les hypercars existent. On va attaquer la plus grosse course de la saison, la plus importante, les 24 heures du Mans. Le Mans, plus beau circuit du monde, 13 km 626 de bitume, dont 70% de la course est composée par des routes départementales. Chaque virage, chaque ligne droite est légendaire sur ce circuit. C'est le circuit à abattre quand on est passionné de sport automobile. Avec ses 101 années d'histoire, cette course vit son âge de platine avec ce plateau hypercar. Plateau d'ailleurs qui est renforcé. Et oui, aux 24 heures du Mans, il n'y a pas 37 voitures, mais 62. On ajoute déjà 16 LMP2, catégorie d'endurance très populaire, mais qui a disparu du WEC pour laisser place à un plateau hypercar et LMGT3 plus grand. La plupart des voitures viennent de l'ELMS, championnat européen d'endurance, ou de l'IMSA, championnat américain d'endurance. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur cette catégorie, la course fut folle, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, je pense, donc on va pas forcément s'attarder dessus. Pour gagner du temps, je vais rester sur les deux catégories présentes au WEC, le LMGT3 et l'hypercar.
J'ai failli oublier Hypercar. En LMGT3, on ajoute 5 voitures. La Ford 44 du Proton Competition, toute jaune, toute magnifique. La McLaren 70 de l'Inception Racing qui vient de l'IMSA. Et 3 Ferrari venant de l'ELMS. La 66 du GMW Motorsport, la 86 du GR Racing et la 155 du Spirit of Race. En Hypercar, on ajoute aussi 4 nouvelles voitures venant toutes de l'IMSA. On a la Porsche Penske numéro 4 qui s'annonce très redoutable, qui a un équipage de pilotes venant du championnat américain qui est en train de tout détruire en ce début de saison. On a la Cadillac numéro 3 et 311, elle aussi très redoutable, et la Lamborghini numéro 19 qui va avoir les mêmes performances que sa copine 63 pour un total de 23 hypercars. 23 hypercars. Dans les 23, je dirais qu'il y en a 15 qui peuvent prétendre à la victoire. Ça va être pas mal. Le Mans, c'est également l'occasion de mettre des livrées spéciales sur leur voiture. D'abord, on note en LMGT3 plusieurs changements. On a les deux BMW qui changent de livrée, s'inspirant des BMW des années 70 et aussi en reprenant les couleurs du majestueux Valentino Rossi. Lamborghini qui amène une nouvelle livrée pour la 60 et les Iron Dames ont une livrée qui rend hommage au rêve d'enfant d'une école locale du Mans. La livrée est magnifique, exceptionnelle, bref, sûrement l'une des plus belles du plateau. D'ailleurs, vous l'avez voté comme voiture préférée de la grille quand j'ai fait le sondage l'année dernière. N'hésitez pas à voir cette vidéo, on avait fait un petit tournoi sur Instagram de la plus belle livrée pour les 24 heures du Mans, et c'est les Iron Dames qui ont gagné. En hypercar, on a malheureusement un changement à noter. La Proton 99 change sa livrée magnifique qui rend hommage à la Porsche vainqueur du Mans 94 en une livrée blanche et verte ignoble. Vraiment la livrée, c'est n'importe quoi. J'ai d'ailleurs envoyé un message à Julien Andlauer pour savoir pourquoi, et lui-même il sait pas. Ils l'ont appris au même moment que nous, d'ailleurs, les pilotes. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait, là. Vraiment. C'est pas beau. Et pour finir, on a une BMW qui amène une art car, dessinée par Julie Maertu. Maintenant, parlons choses sérieuses. On va déjà parler un peu du concept, c'est que le format de la semaine des 24 heures du Mans est totalement différente d'un week-end classique de course. Voilà comment se déroule un week-end classique en endurance. On a le vendredi les essais libres 1 et les essais libres 2, et ensuite le deuxième jour, le samedi souvent, on a les essais libres 3 le matin, et on a qualification des GT3 et Hyperpole des GT3, puis qualification des hypercars, Hyperpole des hypercars, et le troisième jour, on a la course. Voilà comment ça se passe sur les manches classiques. En 2024, au Mans, c'est un format qui est un peu plus particulier. En gros, on a les essais libres 1, on a la séance de qualification commune avec toutes les voitures pendant plus d'une heure, où tout le monde fait le temps, et après on prend les meilleurs pour l'Hyperpole qui a lieu le jeudi. Et après les qualifications, on a une séance d'essais libres la nuit. Le jeudi, on a une séance d'essais libres, la séance d'Hyperpole, et une dernière séance d'essais libres. Le vendredi, il n'y a rien, et samedi et dimanche, il y a la course. Voilà comment ça se passe. Aux séances de qualification, il s'est passé des dingueries. La première surprise, c'est qu'aucune des Toyota ne se qualifie dans les voitures de l'Hyperpole. La Toyota numéro 8 s'est fait avoir avec le trafic. Quant à la Toyota numéro 7, elle a signé le 4e chrono, mais a été disqualifiée, car elle a créé un drapeau rouge en fin de séance. Et la règle dit qu'on supprime les chronos des voitures qui créent des drapeaux rouges. J'aime bien cette règle. Voici la liste des 8 hypercars qui sont qualifiés pour l'Hyperpole. On a 2 Cadillac, la 3 et la 2. On a 2 Ferrari, la 50 et la 51. On a 2 Porsche, la Porsche numéro 6 et la Porsche numéro 12. On a une Alpine, la numéro 35. Et on a une dernière voiture qui a signé le meilleur temps des qualifications. Et d'ailleurs qui a signé le meilleur chrono de toute la semaine des 24 heures du Mans. La BMW numéro 15. Ça c'est une surprise. Est-ce qu'on attendait BMW aussi fort sur le circuit des 24 heures du Mans? La réponse est simple. Non. Non. Pas du tout. Et là, on se dit qu'il peut se passer vraiment quelque chose pendant cette course. En LMGT3, sur les 8 places, on a 7 constructeurs. C'est incroyable. Seulement Aston Martin arrive à qualifier plusieurs voitures, qui qualifie d'ailleurs ces 2 voitures. On a Lexus et BMW qui sont les seuls constructeurs à ne pas avoir réussi à qualifier leur voiture. Et on a Ford, là aussi surprise, qui signe le meilleur chrono aux essais. C'est vraiment un truc de fou. Je ne sais pas ce qui se passe sur ces qualifications, mais c'était historique, hein, c'était vraiment une dinguerie. Lors de la séance d'essais libres du mercredi soir, la Porsche numéro 12 sort de la piste après les S de la forêt. Le choc n'est pas très violent, mais malheureusement le châssis est abîmé. Jota doit donc le changer. Et rien n'est garanti pour la course. C'est d'une tristesse pour la voiture, qui est actuellement 2e du championnat. On va accélérer pour la séance d'Hyperpole. C'est la Porsche numéro 6 qui prend la pole position après un tour fabuleux de Kevin Estre. C'est vraiment une dinguerie. On a les 2 Cadillac qui suivent, la 2 devant la 3, mais la 2 sera pénalisée
de 5 places de pénalité sur la grille en raison de l'accident qu'il y a eu à Spa-Francorchamps. En vrai, c'est mérité, même si je pense que ça aurait mérité un peu plus que 5 places au vu de la dinguerie qui était l'accident. En LMP2, c'est la numéro 14 de l'AO by TF, avec sa livrée Dragon qui a signé la pole. Et en LMGT3, c'est la McLaren 70 de l'Inception Racing qui partira en pole devant la Porsche 92, la Ferrari 66 et la Ford 77. Vendredi, pendant que tous les pilotes s'amusent lors de la parade des pilotes, Jota essaye sa toute nouvelle voiture, qu'ils ont montée en 36 heures à peine sur l'aéroport du circuit. Normalement, monter une hypercar de zéro, ça prend 2-3 semaines. Là, les ingénieurs de Jota, ils ont fait ça en même pas 48 heures. L'exploit est historique, surhumain, et on peut féliciter Jota pour ce qu'ils ont fait. Ça y est, il est samedi, 16h, c'est Zinedine Zidane qui donne le départ, et on se pose plein de questions. Qui de Porsche, Ferrari ou Cadillac, qui sont si bien classés au départ, va gagner la course? Est-ce que Toyota va réussir à remonter son retard et finalement réussir à gagner cette course? Plein de questions sans réponse, mais on n'aura que la réponse dans 24 heures. Le départ est très bon pour la Porsche 6, mais la Ferrari 50 partie 4ème prend la 2ème place. Et à Indianapolis, la 50 prend la 1ère place à la Porsche 6. Ferrari en tête au premier tour. Mais le meilleur départ est signé par la Ferrari 83, partie en 12ème place qui est 5ème à la fin du premier tour. Puis la Ferrari 51 prend la 3ème place à la Cadillac 3. En LMGT3, la McLaren 70 reste en tête, mais la Ford 77 la rattrape. Puis quelques tours plus tard, la 51 est à l'attaque sur la Porsche 6. Et la double. Nous avons les 2 premières places pour Ferrari. Au tour suivant, la BMW numéro 15 sort de la piste sans réel dégât. Mais quel dommage pour cette voiture qui s'est si bien qualifiée, qui prend beaucoup de retard en début de course. Les 2 Ferrari sont donc en tête et se battent entre elles, car il n'y a aucune pitié entre les 2 coéquipières. Lors des premiers arrêts au stand, tout le monde s'arrête en même temps. Et la Porsche 6 ressort devant. Et la Ferrari 50 prend une pénalité, car elle est revenue sur la piste de manière non sécuritaire, en ayant failli accrocher la Cadillac numéro 3. Puis, la Porsche Proton, qui est passée de la plus belle à la plus moche des hypercars, doit rentrer dans son box pour des problèmes de portière, comme à Spa. Quant à la Ferrari 50, elle reprend la tête à la Porsche numéro 6. Mais la pluie arrive au bout d'1h30 de course et on ne sait pas combien de temps elle va durer. Beaucoup décident de s'arrêter pour des pneus pluie, sauf les 3 premiers, que sont la Ferrari 50, la Ferrari 83 et la Porsche 6, qui s'en sortent bien mieux que les Ferrari sur cette piste à moitié humide. Et à la fin de ce tour-là, la Porsche numéro 6 décide quand même de s'arrêter. Il ne reste que les 2 Ferrari devant qui ne se sont pas arrêtés, tout comme un peu plus loin la Porsche 12 et 5 et les 2 Lamborghini. Sauf que la pluie ne dure pas longtemps, la piste sèche très rapidement et toutes les voitures s'étant arrêtées pour des pneus pluie doivent remettre des slicks. Les grandes gagnantes sont donc les Ferrari 50 et 83, avec la 83 qui s'en sort le mieux. Revanche prise sur Imola. Mais après 2h30 de course, la BMW Hardcar numéro 20 se sort de la piste au chicane Ford et doit rentrer dans son garage. Elle y restera pendant de très longues heures. Au bout de 3h30 de course, la Ferrari 83 est en tête, avec plein d'avance sur la concurrence, qui s'échange les positions au jeu des arrêts au stand. Mais la Ferrari 50 s'en sort le mieux, avec la Porsche numéro 5. Les grandes perdantes de ce début de course sont les 2 voitures qui ont démarré première et deuxième sur la grille. La Porsche 6 est 14e et la Cadillac 3 est 17e. En GT, la Porsche 91 et la BMW 46 se battent pour la tête de course, alors que la Ford 77, si performante en ce début de course, doit rentrer au stand à cause de problèmes de suspension. Puis, la Lamborghini 19 connaît une petite excursion hors de la piste, tout comme la Cadillac numéro 3. Mais les deux sans véritable problème. Puis à 5 heures de course, un constructeur va connaître un vrai cauchemar. L'Alpine 35 doit abandonner par panne moteur à Arnage. La voiture prend feu et c'est terminé pour elle. Elle qui s'était si bien qualifiée, c'est vraiment dommage. Entre temps, les Iron Dames qui jouent le podium se font sortir par la Porsche Penske numéro 4 au virage Porsche et perdent beaucoup de temps. Tout comme la Porsche 4 qui doit réparer également les dégâts. Puis, 30 minutes après la 35, l'Alpine 36 doit abandonner pour ennui mécanique elle aussi. À moins de 6 heures de course sur les 24 à faire, il n'y a plus aucune Alpine en piste. La déception est grande. La nuit commence à tomber et à 22h30, drame pour BMW. Alors qu'elle se prend un tour par la Ferrari 83 largement en tête, la BMW 15 se fait taper par la Ferrari tête dans les Hunaudières. Et l'accident est spectaculaire. La BMW 15 doit abandonner à son tour. Et la safety car est déployée. Mais lors de la safety car, la pluie se remet à tomber et à la relance, à minuit 10, il reste 15h50 de course et la Porsche numéro 5 est la seule voiture avec la Cadillac 311 à ne pas s'arrêter pour chausser des pneus pluie et prennent donc les 2 premières places. Mais la pluie s'intensifie contrairement à leurs prédictions et les voitures se font remonter par les voitures de tête qui sont la Ferrari 83, la Toyota 8 et la Porsche 6 qui a pu rattraper son retard grâce à la safety car. La Ferrari 83, elle, hérite d'une pénalité de 30 secondes pour l'accident avec la BMW. La piste s'assèche, les grands vainqueurs de cette phase sont les Toyota qui sont première et troisième et il y a la Porsche 6 aussi entre les deux, suivi de la Cadillac 2 et des 3 Ferrari. La Cadillac 2 et la Ferrari 50 se battent très fort pour la 4ème place, mais la piste est encore trempée. Et la BMW 46, alors en lice pour la victoire, sort de la piste qui est ultra piégeuse et doit donc abandonner. Dans cette catégorie d'ailleurs,
d'ailleurs, ce sont les deux Porsche qui mènent la course. Et dans la nuit, vers 4 h du matin, la safety car est déployée à cause de la pluie bien trop importante. C'est devenu trop dangereux. La safety car va être longue, très longue. Elle va devenir la safety car la plus longue de l'histoire des 24 heures du Mans à cause de la pluie trop grande. Mais la course reprend vers 8 h du matin, après 4 heures à très bas régime. Mais on est reparti. On retrouve Toyota devant Porsche et Ferrari. La Toyota numéro 7, alors 4ème, est au ralenti, car son pare-brise est sale. Il n'a aucune visibilité et doit donc s'arrêter pour enlever ça et perd beaucoup de temps. En GT3, la Porsche 92, alors en tête, rentre dans son box. Elle doit changer des pièces de sa voiture et ça va prendre beaucoup de temps. Mais la piste s'assèche et devient de plus en plus praticable, même si elle reste dangereuse. Et c'est là qu'un accident a lieu à Indianapolis. L'Aston Martin 27 essaye d'esquiver une hypercar et sort elle aussi violemment. Mais elle se retourne complètement. Safety car à nouveau. Vous avez remarqué que j'ai toujours pas parlé de Peugeot dans cette review? Attendez, on va changer ça tout de suite. Lors de la safety car, la Peugeot 93 rentre dans le mur à Indianapolis, toute seule, comme une grande, et perd du temps pour la lutte dans la 10ème place au général. Quel dommage. Et puis dans la safety car, on perd malheureusement une autre voiture, la Cadillac numéro 3 qui a une énorme fuite d'huile, abandonne. Triste pour la Cadillac qui a démarré 2ème. La course se relance, il ne reste que 5 h 30 de course. Et les 7 premiers se tiennent en 3 secondes, comme si les 18 dernières heures n'avaient pas existé. La Cadillac numéro 2 au jeu des arrêts lors des safety cars se retrouve en tête, suivi de près par les 2 Porsche, les 2 Toyota et les 3 Ferrari. Jamais dans l'histoire, 3 voitures n'avaient fini dans le même tour aux 24 heures du Mans, du moins les 3 premières. Là, on parle de 7 voitures qui sont exactement dans le même tour, dans les mêmes 3 secondes. Un peu plus loin, on a les 2 Jota, ce qui fait qu'on a un total de 9 voitures qui sont dans le même tour. C'est incroyable. Et pendant que tout le monde se met sur la gueule, la Cadillac numéro 2 se détache du reste du groupe. Mais elle doit s'arrêter avant tout le monde avec sa stratégie décalée. Et la Ferrari 50 ressort en étant la voiture la mieux classée du reste. La Toyota numéro 8 et la Ferrari 83 se battent pour la 2ème place du général. Juste derrière la Ferrari 50, avec un avantage pour la Toyota. Mais à 4 heures du but, tout le monde s'arrête. Et la Ferrari 83 a les freins qui fument énormément. Et dans la stupeur générale, la voiture jaune qui a mené toute la première partie de la course doit abandonner. Cadillac ressort en tête, devant les 2 Toyota et les 2 Ferrari. En LMGT3, la Porsche 91 se bat avec la BMW 31 pour la tête de course. Pour les 3 dernières heures, chaque arrêt au stand doivent être parfaits. Et la Cadillac est toujours en tête, avec les 5 voitures habituelles en embuscade. La Porsche numéro 5 étant hors jeu avec les arrêts au stand. Et à 2 heures du but, la pluie revient une dernière fois sur la piste et détruit la stratégie décalée de la Cadillac. Elle est hors jeu pour la victoire. Cela va se jouer entre les 2 Ferrari officiels et les 2 Toyota. Et aussi la Porsche 6, mais qui a un rythme un peu moins important. Et alors, la Ferrari 51 fait une touchette avec la Toyota numéro 8, ce qui la fait partir en tête à queue. La Toyota numéro 8 est trop loin pour prétendre à la tête maintenant. C'est alors que la Toyota numéro 7 a maintenant un rythme d'enfer et prend la 2ème place à la Ferrari 51 et chasse maintenant la Ferrari 50 en tête. La Ferrari 51 a donc une pénalité pour le contact avec la Toyota numéro 8. La pluie bat son plein et la victoire va se jouer entre 2 voitures, la Ferrari 50 et la Toyota numéro 7. Mais la Ferrari 50 a beaucoup d'avance, mais connaît un souci de portière et doit donc s'arrêter plus tôt que prévu. Mais avec cet arrêt trop tôt, elle doit énormément économiser son essence pour être sûre de ne plus avoir à s'arrêter avant la fin de la course et roule presque au ralenti. La Toyota numéro 7 la rattrape à fond avec presque 3-4 secondes gagnées chaque tour. Il est 16 h. La course est terminée. Et alors qu'elle n'a presque plus d'essence, la Ferrari 50 franchit la ligne d'arrivée en première place des 24 heures du Mans 2024. La Toyota numéro 7 finit 2ème à 14 secondes de la tête de course, arrivée la plus serrée depuis 2011. La Ferrari 51 finit 3ème, tout juste devant la Porsche 6, déçue d'une simple 4ème place. La Cadillac numéro 2 qui perd la course à cause du timing de la pluie est 7ème, devant les 2 Porsche Jota, qui finissent elles aussi dans le tour des leaders. On a 9 voitures dans le même tour, c'est historique. Lamborghini place sa voiture en 10ème place devant les 2 Peugeot. Isota place sa voiture en 14ème place, à 7 tours des leaders, mais n'ayant connu aucun problème durant la course. En LMP2, c'est United Autosport qui l'emporte, devant la voiture de l'Inter-Europol Competition et celle de l'Idexport. En LMGT3, la Porsche 91 remporte sa 2ème course consécutive, devant la BMW 31, et en surprise, nous retrouvons la Ford 88 sur le podium, qui réalise à une très bonne course. La Hyundai finit 5ème devant la meilleure des Ferrari, Lexus rentre pour la 2ème fois dans les points également, et la Porsche 92 avec ses problèmes ne finit que 14ème. Nous venons de vivre une édition historique. C'est la première fois que plus de 2 voitures finissent dans le tour des leaders. C'est historique. On a quand même, jusqu'à la fin de la course, 7 voitures qu'on pouvait prétendre à la victoire si jamais il se passait des soucis. Vraiment, on a eu une fin de fou, une édition de fou, malgré toutes ces safety cars. Mais clairement, là, moi je sais plus quoi demander, là on a eu la course du siècle. Ferrari remporte donc sa 11e victoire dans la Sarthe, se rapprochant de la 2ème place de ce classement, avec Audi qui en a 13, il n'y en a plus que 2. Est-ce que d'ici la fin de la réglementation hypercar en 2029,
Ferrari va réussir à battre Audi? Nul ne le sait, mais ce serait vraiment incroyable comme achievement. Au niveau du classement du championnat, vu que les points sont doublés, la Porsche 6 n'a plus que 9 points d'avance sur la Ferrari 50 et 17 sur la Toyota numéro 7. La bataille entre ces trois voitures est lancée pour la deuxième partie du championnat, ça va être palpitant. Pour la MGT3, on a également une bataille à 3 entre les deux Porsche et la BMW numéro 31, mais cette fois-ci les trois voitures ne sont séparées que de 2 points. La première partie de saison du WEC vient de se terminer, elle était folle, on va donc entamer la deuxième, on a fait 4 courses, il en reste 4, et on va attaquer ça un mois plus tard aux 24 heures du Mans, sur un circuit qui revient au WEC, la première fois qu'il est au WEC depuis 2014, sur le circuit de Sao Paulo. Interlagos, c'est sûrement le plus beau circuit du continent américain. Il est court, sinueux, bosselé, très à l'ancienne, et du coup compliqué pour des catégories qui doivent gérer du trafic. Mais son nombre de gros freinages fait qu'il y a beaucoup de possibilités de dépassement et peut rendre la course très intéressante. Tout comme la dégradation des pneumatiques, qui est très importante sur ce tracé. Ça aussi, ça peut être intéressant. Les pilotes aiment tous ce circuit brésilien et on a hâte de rouler dessus. On a deux petites surprises quand on arrive au paddock d'un point de vue des livrées. Les livrées des deux BMW M4 sont changées pour devenir plus belles, je trouve, et sont bien plus rouges ou noires que celles de base. Isotta Fraschini, eux, ont mis du noir sur leur livrée pour une raison que j'ignore. Mais en vrai, ça rend pas si mal. Passons aux résultats des qualifications. En LMGT3, ce sont les Iron Dames qui partent en pole pour la deuxième fois de la saison, devant la Porsche 92 et les deux McLaren, qui, depuis quelques temps, vraiment musclent leur jeu, les McLaren. L'autre Porsche est 5ème et la BMW 31 est juste derrière, en 6ème place. Ferrari, Corvette et Aston Martin suivent ce peloton. En hypercar, ce sont les deux Toyota qui freinent les deux premières places, la 7 devant la 8, devant la Porsche 5 et la Cadillac, qui est encore une fois dans le top 4 des qualifications. La meilleure Ferrari, qui est la 50, est 6ème. La meilleure BMW est 10ème. La meilleure Alpine est 11ème. Et la meilleure Peugeot, 16ème. Peugeot, j'ai limite l'impression que c'est de pire en pire en qualification. Enfin bref, passons à la course. Au départ, la Toyota 7, trop optimiste en voulant dépasser sa coéquipière, fait un tout droit, mais ne perd pas de position. Derrière, c'est très tendu et très serré avec toutes les autres voitures. Le départ au S des Senna est très animé, sans réel dégât. Mais l'Alpine 35 fera un tête à queue au début du deuxième tour. En LMGT3, c'est la Ferrari 55 qui prend un bon départ en prenant la 5ème place, mais rien ne change pour le quatuor de tête. Au début de la course, les deux Toyota et la Porsche 5 s'envolent, et un train de voitures se crée derrière la 4ème, qui est la Cadillac. On a ensuite notre premier accident de la course, la Porsche 91 tape la Corvette 81, ce qui les envoie toutes les deux hors piste, mais pourront repartir. Première alerte pour la Porsche 91. On a ensuite un full coursiello pour ramasser plein de petits débris sur la piste, surtout en réponse de l'accrochage entre une Lexus et la Ferrari 54. En tête de course, la Toyota numéro 7 déroule. On s'attend à une course facile Toyota si jamais il n'y a aucune intervention de voiture de sécurité. Surtout que derrière, les batailles sont très musclées et donc ralentissent tout le monde. Et au bout de 30 minutes, la Porsche 12 se débarrasse enfin de la Cadillac numéro 2. Qui a du mal avec ses pneus. Nouvelle alerte pour la Porsche 91, elle fonce directement dans l'arrière de la Ferrari 54 qui souffre du coup d'une crevaison. Encore des ennuis pour la Porsche 91, ça fait beaucoup. Elle fait vraiment n'importe quoi en ce début de course. Le premier coup de théâtre arrive en hypercar juste après. La Porsche 6 qui a réussi à dépasser la Cadillac souffre d'une crevaison. Elle s'est faite tasser par la Porsche 12 du team Jota. Et il y a eu contact. La Porsche doit s'arrêter plus tôt que prévu et décaler sa stratégie. La course va être longue toute seule. La Porsche Jota 12 prend une pénalité d'ailleurs pour cette action. En LMGT3, la course ressemble à celle des hypercars. Nos trois leaders ne changent pas, mais derrière les batailles sont animées. Mais une bataille arrive vite pour la 3ème place entre la McLaren 95 et la Ferrari 55, qui voit comme vainqueur la Ferrari. Pour les premiers arrêts au stand, le classement ne change pas vraiment, mais on remarque que les Peugeot et les Alpines sont plus conservatrices en essence, ce qui peut payer en fin de course. La Porsche 5 se fait ensuite rattraper par la Ferrari 51, qui se battent donc pour la 3ème place au classement, derrière les deux Toyota intouchables. Les deux leaders en LMGT3, elles, sont côte à côte, et la Porsche est à l'attaque. La Porsche numéro 6 en hypercar, elle, essaye de remonter après sa crevaison, et se ferait un chemin entre toutes ses concurrentes, et enchaîne les actions très musclées contre les Ferrari, la Cadillac et les Alpines. Elle arrive à remonter à la 7ème place du classement, malgré son problème de début de course. C'est pas mal. Les deux leaders LMGT3 se battent toujours, mais la Porsche 92 prend la tête. Premier coup de théâtre pour Toyota. La voiture 7, alors largement en tête, prend un drive-through pour non-respect des consignes du full coursiello et perd la tête. Cependant, elle arrive quand même à rattraper sa coéquipière pour lui reprendre la tête, et se fait même rattraper par la Porsche 5. La Toyota numéro 8 a l'air d'avoir un petit problème. La Porsche d'ailleurs en profite pour prendre la 2ème place. La Porsche Jota 38 a l'air d'enfin s'en sortir après ses premiers points au Mans. Elle se bat pour la 5ème place contre la Cadillac. Peu de temps après, la Porsche Proton moche, toute moche, fait une touchette avec la Ferrari 83 qui sort de la piste et perd énormément de temps. En LMGT3, Ferrari continue d'avoir des problèmes. La 55 se fait sortir par la Lamborghini 60. Que de malchance pour Ferrari en GT. Et après 2 heures de course, coup de tonnerre en tête. La Toyota, lors de son arrêt, doit réparer son système électrique et perd la tête.
Elle se retrouve même 17ème. Après les arrêts au stand, la Toyota 8 a repris la tête devant la Porsche 6, surprenante 2ème avec son rythme de fou et sa stratégie décalée, suivi de la Porsche 5. Puis on a les 3 Ferrari qui sont séparés par la Porsche 93, 6ème, qui a une stratégie qui fonctionne très bien, même si son rythme est moins important. La Toyota 8, elle, à la mi-course, prend plus de 30 secondes d'avance sur la Porsche 2ème. C'est Lamborghini qui est surprenante en cette première partie de course. Elle est 8ème à la mi-course. C'est fabuleux pour le constructeur italien. En LMGT3, l'Aston Martin 27 rattrape la Iron Dames pour essayer de lui prendre la 2ème place. Pour les arrêts au stand, les Ferrari semblent très conservatrices en essence. On s'arrête bien plus tard que les Porsche et la Toyota en tête. Cela peut sûrement payer d'ici la fin de course. En hypercar, toute la suite de la course a été un calvaire à suivre à cause des stratégies décalées. Impossible de dessiner le podium de la course. Des fois c'est Alpine, des fois c'est Porsche, Ferrari, Peugeot, nul ne comprend ce qui se passe réellement. Mais quand tout le monde s'est arrêté, ce sont bien les Porsche 6 et 5 qui sont 2ème et 3ème, loin derrière la Toyota numéro 8 en tête. En LMGT3, les Iron Dames connaissent un problème. La voiture fuit et doit donc rentrer dans son box. C'est terminé pour les Iron Dames à 2 heures du but. Quel dommage. La course est irrespirable d'un point de vue stratégique. Tout le monde souffre avec les pneumatiques et personne ne fait les mêmes stratégiques pour les 2 dernières heures de course. Il n'y a qu'une seule voiture qui n'a pas l'air de souffrir, ce sont les Toyota. Mais la Porsche 5 connaît un petit contretemps en changeant l'arrière de la voiture, ce qui fait que la Porsche 6 prend la seconde place et nous avons une bataille à 3 pour la 3ème place entre la Ferrari 51, la Porsche 5 et la Porsche Jota 38, alors qu'il ne reste qu'une heure de course. La Toyota 8, elle a plus de 50 secondes d'avance, elle est tranquille, mais pas à l'abri en cas de souci. Pour les derniers arrêts, tout le monde a fait un arrêt différent, avec plus ou moins d'essence à mettre. Quel pneu on met? Mais la Porsche Jota 12, qui avait bien remonté en 6ème place après sa pénalité, se sort de la piste à cause des pneus froids et peut abandonner toute idée de finir dans les points. La Toyota numéro 7, elle, fait aussi une belle remontée. Elle est 8ème à 40 minutes de la fin et tout le monde n'a pas encore fait son dernier arrêt. Comme la Peugeot 93 d'ailleurs, qui s'arrête à seulement 30 minutes de la fin. La stratégie a été bonne. En LMGT3, la Porsche 92 ressort des stands avec un peu d'avance sur la Aston Martin 27. Pour la seconde place, ce sera une bataille entre les 2 Porsche officiels, avec un avantage pour la 6 après les réparations de la 5. À 15 minutes de la fin, on a une bataille pour la 4ème place entre la Porsche 38 et la Ferrari 51. Et avec un full course yellow pour ramasser les derniers débris de fin de course, les 2 voitures sont collées. Mais la Porsche 38 devra faire un dernier arrêt au stand à 5 minutes de la fin de course. Et c'est la Toyota qui a un rythme d'enfer qui en profite pour faire une manœuvre magnifique sur la Ferrari 51 et lui prend la 4ème place. On apprend ensuite que la 38 a une pénalité pour infraction réglementaire. Quel dommage pour cette voiture. Et à la fin de course, le drapeau à damier est brandi et c'est une victoire pour la Toyota 8 qui l'emporte avec beaucoup d'avance devant les 2 Porsche officiels, la 6 devant la 5. La Toyota numéro 7, malgré son problème de fiabilité au début de course, finit 4ème. Les 2 Ferrari officiels suivent devant la Porsche 38, déçue par sa pénalité. La première Peugeot est 8ème devant la meilleure BMW numéro 15 et la meilleure Alpine numéro 36 pour finir le top 10. Ce sont d'ailleurs les premiers points de ces 2 dernières. Les stratégies osées de ces 3 voitures ont su être récompensées. Bravo à eux. La Cadillac finit 13ème malgré une très bonne qualification. La voiture a eu du mal à utiliser ses pneus correctement et a vu son classement chuter. La Lamborghini est 17ème mais n'est plus très loin de la concurrence. C'est très prometteur. Et Isotta Fraschini a dû malheureusement abandonné. En LMGT3, c'est la Porsche 92 qui l'emporte, juste devant l'Aston Martin 27 et les 2 McLaren. La BMW 46 est juste derrière, devant la Ferrari 55, la Ford 77 et la Corvette 81. On a 7 constructeurs différents dans les 8 premières places, c'est incroyable. La BMW 31 et la Porsche 91, rivales de la 92, n'ont marqué aucun point et donc l'écart se creuse pour le championnat. La course, même si la lutte pour la victoire dans les 2 catégories n'a pas été ultra intéressante et qu'on n'a eu aucune safety car, et bah clairement on a eu une bataille de fou sur la piste et surtout on avait vraiment trop à réfléchir au niveau stratégique. C'était assez invivable mais c'était vraiment très très bien comme sensation. J'ai kiffé, on était là comme ça, oh là là, mais du coup elle s'est arrêtée, elle s'est pas arrêtée, c'est n'importe quoi, qui c'est qui va faire, c'était n'importe quoi. Mais du coup ça a rendu la course ultra intéressante, sûrement la course stratégique la plus intéressante de ce championnat. Très bonne course, même si on n'a pas eu de lutte pour les victoires, et ça c'est un peu dommage. Prenons une pause, c'est l'été, tout le monde a besoin de se reposer. On se retrouve 2 mois plus tard pour la 6ème manche de la saison, au Lone Star Le Mans, sur le circuit d'Austin. C'est parti. Le circuit des Amériques situé à Austin n'avait pas accueilli le WEC depuis 2020, et ce à cause de la crise sanitaire qu'il y a eu.
vous saviez? Le circuit des Amériques est sûrement le circuit le plus complet qu'on a aux États-Unis. Il y a des lignes droites dans tous les sens, des gros freinages, des virages sinueux, bref, il est vraiment très bien. Le circuit est très propice aux batailles en piste et cela va rendre la course très sympathique. Lors des essais, les voitures les plus rapides étaient italiennes, Ferrari prenant les 2 premières places de la grille, l'Alpine numéro 35 se place 4ème, un exploit qu'on aurait pu sentir venir après les bonnes performances des Alpines lors des 2 dernières courses. On a ensuite la dernière Ferrari, la Porsche numéro 5 et les 2 BMW, très bien qualifiés également. La meilleure des Toyota, la 7, n'est que 9ème, la meilleure Peugeot est 11ème à la porte de l'Hyperpole, et dans les 2 dernières places on retrouve la Porsche GT38 qui aborde les couleurs noires et or du pétrolier Mobile One pour fêter ses 50 ans, et la Lamborghini S63 en dernière et 18ème place. Et oui, il n'y a pas 19 voitures en hypercar sur la grille, car ça y est, c'est officiel, Isotta Fraschini a décidé d'arrêter le règlement hypercar. Très dommage car cela met fin au petit programme de l'hypercar, surtout que la nouvelle règle d'engager obligatoirement 2 voitures de chaque constructeur officiellement en hypercar 2025 vient de détruire toutes les chances d'Isotta Fraschini de revenir. Cela aurait posé problème aussi à Cadillac qui n'engageait qu'une seule voiture dans la catégorie, mais nous avons également appris cet été que le team Jota va devenir le team officiel de Cadillac pour le WEC en 2025. Le meilleur team privé sort de son cocon en prenant part à un nouveau projet fou qu'on a hâte de voir. Mais du coup oui, au revoir Isotta Fraschini. Tu étais belle, tu avais un magnifique son, et j'espère qu'on va quand même te revoir en compétition un jour. Comment, je ne sais pas, mais j'ai quand même hâte. En LM GT3, c'est la Aston Martin 27 qui prend la pole, devant la Iron Dames et la Ferrari 55. La Porsche qui mène le classement est 4ème, la meilleure Corvette est 5ème, McLaren 7ème, et la première rivale de la 92, la numéro 31, n'est que 10ème. Le départ se lance et les voitures se dirigent à toute vitesse vers ce premier virage spectaculaire en hauteur et à l'aveugle. Les 2 Ferrari de tête prennent un bon départ quand la Cadillac perd 3 places et la Ferrari 50 prend la 3ème place directement. Très bon départ de la Peugeot qui est 11ème. Tout comme la Lamborghini qui passe de la 18ème à la 11ème place. Vraiment truc de fou. La Cadillac tente de reprendre sa place avec l'Alpine et les 2 BMW. Mais l'Alpine et la Cadillac entrent en contact et perdent beaucoup de place. On a donc à la fin du premier tour les 3 Ferrari, les 2 BMW et une Peugeot. La Porsche 5 doit directement rentrer au stand car un élément de sécurité n'a pas été enlevé sur l'antenne de la voiture. Sur les 3 Ferrari, la 51 et la 83 se montrent les plus véloces et s'échappent du reste du groupe. En LM GT3, la Ferrari 55 a dépassé la Iron Dames au départ pour la 2ème place et les 4 premières se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais la Iron Dames reprennent cette place après une erreur de la Ferrari. Puis c'est la Corvette 81 qui en profite. Plus loin dans la course, la Cadillac réussit à prendre la 6ème place à la Peugeot et se gêne à la sortie. Et c'est donc la Toyota 7 qui arrive à dépasser les 2. L'Alpine 36 puis la Porsche Jota 12 la dépassent également dans les tours suivants. En LM GT3, la Aston Martin 27 s'éloigne de la concurrente. Mais en hypercar, la 83 dépasse la 51, ou du moins, on l'a laissé passer, et prend donc la tête de la course. Pour la 3ème place, la Ferrari 50 est sous la menace de la BMW numéro 15, l'autre BMW, la Toyota numéro 7 et la Cadillac sont vraiment juste derrière. Aux premiers arrêts au stand, tout se passe bien pour tout le monde. Mais l'avance des 2 leaders est diminuée. La 50 et la 15 se trouvent juste derrière la 51, mais finissent par s'envoler. Pour la 10ème place, on a une magnifique bataille entre la Peugeot 93, la Porsche GT38 et la Toyota numéro 8, avant que la Peugeot fasse une erreur et laisse passer ses 2 rivales. En LM GT3, les 2 leaders sont juste à côté. On s'attend à une grosse bataille entre l'Aston Martin et l'Iron Dames, et ça s'annonce fou. En hypercar, la Ferrari jaune commence à bien creuser l'écart. Un peu derrière, la BMW numéro 15 connaît un problème. Elle est plus lente. Elle est dépassée par sa voiture sœur, puis par la Cadillac, la Toyota 7 et la Porsche Jota 12. Un tour plus tard, la BMW 15 qui partait si bien fait même un tête à queue dans les premiers secteurs. Elle souffre de surchauffe, mais à 2 heures du but, la Ferrari 51, leur 2ème, spin toute seule à la fin du 2ème secteur. La voiture revient au ralenti dans les stands, elle connaît un problème mécanique et doit malheureusement abandonner. Quel dommage pour cette voiture qui est partie en pôle. La bataille entre la Ferrari 50 et la BMW numéro 20 devient la bataille pour la 2ème place. Et grâce à une retardataire, la BMW a su en tirer l'avantage et prend donc la 2ème place. Quelle course pour les Allemandes. Après leur 2ème arrêt au stand, les stratégies de tout le monde sont différentes. La Ferrari 83 reste largement en tête, devant la Toyota 7, la Cadillac 2, la Ferrari 50 et la BMW numéro 20. On se demande ce que ça va donner pour la suite de la course. Juste après les arrêts au stand, la Porsche 12 connaît des soucis de fiabilité et devra donc abandonner elle aussi. C'est fini pour la seule hypercar privée à avoir gagné en WEC. En LM GT3, la Corvette 81 a pu prendre la 2ème place au Iron Dames, mais la dernière, trop optimiste, rentre en contact avec la Corvette. La voiture rose a des dégâts et rentre dans son box pour les réparer, et les débris engendrent un full coursiello. À la mi-course, on a toujours les mêmes leaders, la Ferrari 83 en hypercar, mais la Toyota 7 se rapproche de la Ferrari. Elle peut venir compliquer les choses. La Ferrari 50, la Cadillac et la BMW 20 vont se battre pour la 3ème place. En LM GT3, la Aston Martin 27 est large en tête, devant la Porsche 92 et la Corvette 81, qui a dû réparer des dégâts elle aussi. La BMW 46, la McLaren 59 et la Ferrari 55 sont elles aussi
en embuscade pour la 3e place. Les écarts se creusent entre les voitures, sauf pour la tête de course. À 2h20 de la fin, la Toyota 7 est au contact avec la Ferrari 83. La bataille est lancée, mais la vitesse de pointe de la Ferrari empêche la Toyota de la dépasser. Pour la 6e place, nous avons une bataille entre la Toyota 8 et la Porsche 6, deux voitures très mal qualifiées qui essayent de profiter des problèmes des autres pour avoir de bons points. La Toyota numéro 7 s'arrête plus tôt que la Ferrari pour faire l'undercut, ce qui fonctionne. Après l'arrêt de la 83, la Toyota 7 prend la tête et possède un bien meilleur rythme que la Ferrari. La japonaise va s'envoler. À 2 heures du but, à la sortie de l'épingle, la Peugeot 94 connaît un ennui technique et doit abandonner. Autre problème en hypercar, la Toyota numéro 8 ayant des pneus froids est plus lente sur la piste et va se faire dépasser par la Porsche 6. Mais la Toyota plaque la Porsche contre le mur et la Toyota se retrouve avec une crevaison. Elle doit donc s'arrêter à nouveau. La Porsche, elle, n'a rien. La 8 aura également une pénalité plus tard. Logique. La manœuvre était trop dangereuse. Il reste 1 heure de course et rien n'est décidé. La Toyota en tête s'envole, mais la Ferrari n'est pas loin. La 3e place n'est toujours pas décidée entre la Ferrari 50 et la Cadillac 2. Même s'il faut l'avouer, la Toyota 7 semble intouchable en cette fin de course. La Aston Martin 27, elle aussi, se dirige vers une victoire de catégorie, vu qu'elle a mené depuis la première minute de course. Mais en hypercar, 2 voitures se retrouvent avec un drive-through de pénalité pour ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes causés par la Peugeot 94. La Porsche numéro 6, alors 5e, et la Toyota de tête. La numéro 7. Coup de théâtre, à 45 minutes de la fin de la course. Et oui, les deux voitures n'ont pas assez ralenti pendant la manœuvre, ce qui veut dire que la Ferrari 83 a maintenant 10 secondes d'avance sur la Toyota. Mais la Toyota 7, enragée, remonte très vite. On connaît un nouvel abandon dans la course, c'est celui de la Ford 88 qui rencontre elle aussi des problèmes mécaniques. Le full coursiello est brandi et empêche la Toyota de revenir pendant quelques temps. Mais elle se rapproche quand même. En 5e place, nous avons une belle bataille entre la Alpine 35 et la BMW numéro 1. Position impressionnante pour ces deux voitures qui ont tellement bien progressé depuis le début de saison. Mais la 20 aura une pénalité de 100 secondes pour une infraction technique. Quel dommage. À 6 minutes du but, les deux leaders sont séparés de 2 secondes. Mais la Toyota commet une erreur au premier virage quelques tours plus tard et perd du temps. Le drapeau à damier est brandi et la victoire est donc pour la Ferrari numéro 83 devant la Toyota numéro 7 et la Ferrari 50. C'est la première fois que Ferrari gagne autre part comment. Et sur les 3 victoires, ça n'a jamais été la même voiture. La Cadillac est 4e et signe sa meilleure prestation de la saison, devant l'Alpine 35, elle aussi très bien classée. Les deux Porsche officiels n'étant pas dans le coup s'en sortent très bien, avec une 6e et 16e place. La BMW 15, malgré ses problèmes de début de course, est 8e, devant l'autre Alpine, et la Porsche Jota 38. Malgré un bon départ, la Peugeot 93 n'est que 12e. Lamborghini, elle, ne finira que 14e. En LMGT3, la Aston Martin 27 l'emporte devant les deux Porsche. La Porsche 92 devant la 91 qui a fait une très bonne stratégie pour remonter dans le classement. McLaren montre que son podium à Sao Paulo est mérité en finissant 4e devant la BMW 31. La meilleure Ford est 6e, la meilleure Corvette est 8e et Lexus marque des petits points. À nouveau la déception chez Lamborghini avec les 2 dernières voitures classées. Il reste 2 courses dans le championnat, je pense qu'il serait temps de faire un petit point sur le classement. Sur les classements même. En LMGT3, la Porsche 92 a maintenant 28 points d'avance sur la concurrence. Selon le résultat de la prochaine course, elle peut être déjà titrée. La bataille à 2 entre la Porsche 91 et la 31 est maintenant une bataille à 3 grâce aux bonnes performances récentes de la Aston Martin 27. Derrière, il y a seulement 14 petits points entre la 4e et la 9e place, c'est très serré. Passons maintenant en hypercar où là c'est vraiment plus chaud. Il n'y a que 12 points qui séparent les 3 premières voitures au classement. La Porsche 6 est toujours problème avec 125, mais elle se fait rattraper par la Toyota numéro 7 et la Ferrari 50 qui en ont toutes les deux 113. Impossible derrière de déterminer qui sera 4e du classement, tellement c'est serré entre la Porsche 5 et 12, la Toyota numéro 8 et la Ferrari 51. Si on oublie la Peugeot 94 qui fait une saison désastreuse et malchanceuse, tout le monde a marqué des points. Au championnat constructeur en revanche, Toyota est passé devant Porsche, suivi de très près par Ferrari. Très loin derrière, on retrouve Alpine, BMW, Cadillac et Peugeot qui se tiennent en 15 petits points pour déterminer qui finira 4e. Pour la Coupe du Monde des équipes, rien ne change, même si la Ferrari 83, grâce à sa victoire, se rapproche de la Porsche Jota 12 qui garde quand même 30 points d'avance. Avec ce championnat qui se resserre et qui devient tendu, plus aucune des 3 voitures en tête du classement n'a le droit à l'erreur. Avec un petit avantage pour Toyota, car la prochaine course qui a lieu 2 semaines plus tard se déroule à domicile pour eux, à quelques mètres de la montagne la plus belle du monde, Fuji. Fuji est l'un des circuits les plus célèbres au Japon. Sa longue ligne droite de départ et surtout son ultra sinueux dernier secteur qui propose plusieurs trajectoires et donc plusieurs possibilités de dépassement. C'est la course à domicile de Toyota. En même temps, le circuit appartient à Toyota. Depuis le début du WEC, Toyota n'a perdu cette course qu'une seule fois, en 2015, face à Porsche. Ça promet. Surtout que depuis la dernière course, la marque japonaise est passée en tête du classement des constructeurs en hypercar. Porsche a aujourd'hui la pression au classement pilote, vu qu'ils n'ont plus que 12 points d'avance. Et il ne faut pas oublier que lors de la dernière course, le premier peut gagner 38 points.
Donc rien n'est joué. Vous vous rendez compte que même si la Porsche numéro 6 gagne la course à Fuji et que ses deux rivales que sont la 50 et la 7 ne gagnent aucun point, elle n'a que 37 points d'avance et donc ne sera pas championne vu qu'on peut gagner 38 points sur la course d'après. La Porsche 92, elle peut aller chercher son titre sur cette course tellement elle a de l'avance au championnat. Et au niveau des qualifications, voilà comment sont classées nos 3 voitures phares du championnat. La Toyota 7 est la mieux classée en 4ème position. La Porsche 6 est juste derrière en 5ème place. Et la Ferrari 50 est 7ème. La 6ème place est pour la meilleure Alpine qui arrive encore à bien se qualifier. La vraie surprise de ces qualifications, c'est la Lamborghini qui se qualifie 9ème. Elle va démarrer 9ème, c'est sa meilleure qualification. Elle s'est qualifiée en hyperpole, c'est... Quoi ? Je viens de le faire, la meilleure surprise. Faut que je le refasse ? Ok. Je recommence alors. La vraie surprise de ces qualifications, c'est la BMW numéro 15. Elle s'est qualifiée 3ème entre les deux Toyota. Elle monte un rythme de... Encore ? Je reviens de le faire là, je peux pas le refaire. C'est la dernière surprise, hein. Vous êtes sûr ? Ok. La vraie surprise de ces qualifications, c'est la Cadillac numéro 2 qui signe la pole position. C'est la première fois que Cadillac prend la pole au WEC. Il est vrai que depuis Spa, la voiture s'est qualifiée à chaque fois dans les 4 premières et montre donc un rythme incroyable de cette voiture. Le constructeur le moins bien classé est Peugeot en 15e et 18e place. En même temps, ça surprend qui faire ça? On peut souligner aussi la déception de Jota qui place ses voitures en 16e et 17e place. En LMGT3, c'est la Ferrari 55 qui signe la pole devant la Corvette 81 et la McLaren 95. Les Iron Dames sont 4e. On a une Lexus en 6e place qui est pas mal aussi. Et enfin la Porsche qui est en tête du classement est 14e seulement. La course s'annonce folle. Après les 1812 km du Qatar qui étaient vraiment intéressants, les 6 heures d'Imola qui étaient chaotiques à cause de la pluie, les 7h44 d'Imola qui ont connu un dénouement de fou, les 24 heures du Mans qui ont été historiques dans tellement de sens, les 6 heures de Sao Paulo qui ont connu une stratégie folle de toutes les voitures, je pense, honnêtement, objectivement, que Fuji est la meilleure course de la saison. Le départ est lancé et celui de la Cadillac est bon. Celui de la BMW aussi d'ailleurs, elle prend même la 2e place. La Porsche numéro 6, elle prend la 4e place à la moins bonne des Toyota. Le dernier secteur est un chaos total. Les voitures du peloton se bousculent et se touchent même. Et le classement change. Le pire départ est pour la Lamborghini qui est passée dernière. Au début du deuxième tour, la Ferrari 83 se loupe au freinage, bloque ses roues et emmène avec elle la Porsche 5 qui casse son aileron arrière. La Ferrari 51 est bien touchée aussi et un gros groupe de voitures qui n'a cependant aucun dégât s'est quand même emmené en dehors de la piste. La safety car est logiquement sorti à cause des débris pour enlever toutes les pièces qui traînent sur la piste. En LMGT3, c'était plutôt calme, mais la Ferrari 55 doit s'arrêter pour des soucis mécaniques, après seulement 10 minutes de course. À la relance, la Porsche 6 se bat avec la Toyota numéro 8 pour prendre la 3e place, et y parvient en la croisant à la relance. Les 3 accidentés, elles, se battent pour la dernière place. En LMGT3, la Corvette 81 est en tête devant les 2 McLaren, mais elles se touchent toutes les deux au premier virage, et la 95 subit un tête à queue. Elle ressort dernière du peloton, et la Iron Dames prennent donc la 3e place. S'en suivent des batailles chaotiques dans toutes les catégories, ça se bouscule, ça plonge, ça se sort, et on assiste à une vraie course automobile. La Ferrari 83, elle, subit une pénalité pour son accident de début de course. Logique. Dans le peloton, les Peugeot sont ressortis 8e et 9e, quand la meilleure Alpine et la Lamborghini se battent pour la 10e place. La bataille est tout aussi rude que le reste des batailles de la course, mais c'est grâce à une meilleure gestion du trafic que l'Alpine arrive à s'en débarrasser. La Porsche, en tête du classement du GT3, n'arrive pas à aller plus loin que la 13e place. L'Alpine 36 est en forme et arrive même à dépasser la Peugeot 93 pour la 9e place, même si ça a failli partir en bibrine. Les Iron Dames, elles, ont réussi à dépasser la McLaren 2e de la catégorie pendant ce temps-là. Mais la voiture qui anime la course, c'est-à-dire l'Alpine 36, arrive même à prendre la 8e place à la toute moche Porsche Proton, qui menait une bonne course en attendant. Les Porsche Jota, elles, s'attaquent à la Peugeot la moins bien classée, et la dépassent à 2 après une petite sortie de la Peugeot. Les premiers arrêts au stand arrivent et la BMW 20, qui était mal classée, est rentrée dans son box pour des ennuis mécaniques. La voiture accumule la malchance depuis Le Mans, c'est terrible. Mais le trio de tête de la catégorie Hypercar change. La Porsche 6, qui a une stratégie différente, ressort devant la Cadillac et la BMW. Ce trio se tient en à peine 2 secondes. Une Virtual Safety Car est ensuite lancée pour ramasser plusieurs débris partout sur la piste. La Virtual Safety Car autorise les voitures à s'arrêter et est suivie automatiquement du Safety Car. Les Toyota à leur 4e et 5e s'arrêtent, quand les 3 premières ne s'arrêtent pas. Le pari est grand pour tout le monde. Les Ferrari s'arrêtent aussi, mais les 5 premières places ne changent pas. Mais c'est la Porsche 5, alors accidentée, qui s'en sort le mieux, elle qui ne s'est pas arrêtée sous Virtual Safety Car
et maintenant 6ème, mais est tout de suite doublée par la Ferrari 50 qui a un rythme de fou à la relance. Au tour suivant, elle arrive même à dépasser la Toyota 8 pour la 5ème place, et 2 tours plus tard, elle dépasse même la Toyota 7 pour la 4ème place, et prend donc provisoirement la 2ème place au championnat pilote. La Porsche 6 commence à creuser un peu d'écart, quand la BMW et la Cadillac se battent pour la 2ème place. En tête des GT3, la McLaren a su prendre l'avantage sur la Corvette. Le constructeur anglais passe donc en première place. Les stratégies de tout le monde sont décalées à cause de la précédente Virtual Safety Car. Personne ne sait ce que ça va donner pour la fin de la course, le classement ne fait que changer depuis tout à l'heure, c'est n'importe quoi. On a même eu un moment Peugeot, Alpine et Lamborghini qui sont montés sur le podium. Mais en même temps, hein, c'est n'importe quoi. Les 3 leaders qui ont une stratégie décalée essayent de se frayer un chemin entre elles pour finir les mieux classés à la fin de la course. Mais à la mi-course, coup de théâtre. La Cadillac connaît une crevaison. La BMW numéro 15 a tenté de la dépasser, mais la Cadillac a voulu se frayer un chemin et le contact était inévitable. Les chances de victoire sont ruinées pour l'américaine. En LMGT3, la Corvette était sur une stratégie différente et laisse provisoirement la tête à la McLaren et les Iron Dames qui passent même en tête. À la mi-course, la Ferrari 50 étant sur une stratégie différente est en tête, devant la Porsche 6 et la BMW numéro 15 qui se battent très fort pour reprendre la tête à la Ferrari, vainqueur des 24 heures du Mans cette année. La Porsche 6 d'ailleurs tente tant bien que mal de reprendre cette première place. Les pneus de la Ferrari commencent à souffrir et la Porsche y arrive finalement au premier virage. La Toyota 7, elle remonte sur la BMW 15 pour essayer de monter sur le podium pour finalement y parvenir. Au dernier virage. À 2h30 du but, un full course yellow est déclenché. Les débris sur la piste sont très nombreux. Et la Toyota 7 commence à rattraper la Ferrari. Nos 3 leaders du championnat se battent pour les 3 premières places. La Toyota et la Ferrari d'ailleurs ne se lâchent pas. Et la Toyota 7 reprend l'avantage sur la Ferrari. Ferrari d'ailleurs qui n'a plus de pneus. Cela fait plus de 2 heures qu'ils sont sur la voiture. C'est ensuite au tour de la Toyota numéro 8 de prendre l'avantage sur la Ferrari 50. Et c'est théoriquement pour la tête de course, puisque les voitures devant se sont pas arrêtées. Cadillac, avec une nouvelle stratégie décalée suite à sa crevaison, prend la tête de la course provisoirement. Et quand elle s'arrête à 2 heures du but, le classement redevient comme il était. Mais directement après, alors qu'elle était en tête, la Toyota 7 décale sa stratégie. L'arrêt est très court, mais on change de pilote et les pneus. La stratégie semble forte. Pour la 4ème place, alors, l'Alpine 35 et la Ferrari 50 se battent, à l'avantage de l'Alpine. Mais quelques minutes plus tard, c'est malheureusement terminé pour la Lamborghini qui abandonne pour problème mécanique. Quel dommage pour la voiture qui allait potentiellement finir dans les points. Il reste 1h30 à peine et le sprint final est lancé. La Toyota 7 est sur un rythme d'enfer avec sa nouvelle stratégie. Elle se bat avec la Porsche numéro 5 pour la 7ème place. Les deux voitures ne se lâchent pas d'une semelle. Mais le drame arrive au 2e virage. La Toyota 7, trop optimiste, veut reprendre la position que la Porsche numéro 5 vient de lui reprendre. Les deux voitures se heurtent une première fois. La tête à queue est inévitable, mais se touchent une 2e fois. Et l'accident est donc plus important. Les deux voitures qui se battent pour des bonnes positions devront donc toutes les deux abandonner. On retrouve donc la Porsche 6 en tête devant la BMW 15, l'Alpine 35, la Toyota 8 et la Ferrari 50 qui se battent entre elles pour la 4ème place. La Ferrari 51, qui passait une très mauvaise course de base, abandonne finalement pour problème mécanique, elle aussi pour la 2e course de suite. En LMGT3, la BMW 46 et la Ferrari 54 se battent pour la 3ème place de la course. Les Iron Dames sont chutés un petit peu dans le classement. D'ailleurs, les deux premières actuellement se battent très fort. Il s'agit de la McLaren 59 qui est là depuis le début et la Porsche 92 qui a su à nouveau tirer son épingle du jeu. Retour en hypercar. Après son dernier aérostand, la Toyota 8 s'apprête à prendre un tour par la Porsche leader qui elle ne s'est pas encore arrêtée. Mais la Toyota refuse de laisser passer la Porsche alors qu'elle en a l'obligation, il y a drapeau bleu. La Porsche numéro 6 arrive quand même à la doubler. La Ferrari 54 pendant ce temps rattrape largement les deux leaders. Elle peut sûrement jouer la victoire. Il reste une petite heure de course et rien n'est décidé. D'ailleurs, la Porsche 6 connaît une petite frayeur en allant tout droit au premier virage, sans véritable séquelle. Dans la dernière demi-heure, la Ferrari 54 est monstrueuse. Elle arrive à doubler la Porsche 2e, puis se débarrasser de la McLaren 1ère. Ferrari en tête de la catégorie LMGT3. La McLaren essaye de résister en vain. Pour la 8ème place du général, la Cadillac essaye de dépasser l'Alpine 36, mais elles se font toutes les deux surprendre par un retardataire. La Cadillac doit se décaler, mais perd le contrôle et rentre dans le mur. Les dégâts sont très grands, la Cadillac arrive à revenir quand même à son stand, mais ne pourra pas repartir. Les suspensions sont détruites. Après une magnifique pole position, la Cadillac doit à son tour abandonner. On a toujours le même podium, et la Toyota 8 se bat avec la Porsche 12 pour la 4ème place. De la 4ème place à la 10ème, rien n'est encore joué à 30 minutes de la fin. En GT3, pareil. La McLaren vient de se faire prendre la 2ème place à la Porsche 92. Et là, en hypercar, c'est la dégringolade. L'Alpine 35 doit faire un drive-through à cause d'une touchette avec une GT3 et perd la 3ème place pour la Toyota 8, qui elle aussi doit faire une pénalité à cause du non-respect du drapeau bleu tout à l'heure. La Porsche 12 prend donc la 3ème place, mais est sous la menace de l'Alpine 36, qui avec un rythme d'enfer, parvient à s'en débarrasser. L'autre voiture qui a un rythme d'enfer, c'est la Peugeot 93, qui prend la 5ème place à la Porsche Jota. Et à 10 minutes de la fin, quelques minutes plus tard, l'Alpine 36 réussit à prendre cette fameuse 3ème place. Et la Peugeot 93 double la Jota elle aussi, un tour plus tard. Mais ça y est,
la course est terminée. Après des montagnes russes dans le classement, c'est la Porsche numéro 6 qui devient la première hypercar cette saison à gagner 2 courses. Quelle course, mon Dieu! En deuxième place, on retrouve la BMW 15 qui a fait une course folle devant l'Alpine 36. Premier podium pour ces deux marques au WEC. En quatrième place, on retrouve une autre française, la Peugeot 93. On a ensuite les deux Jota, la 12 devant la 38, suivie de l'autre Alpine et de l'autre Peugeot. Les 4 françaises sont dans le top 8. La Ferrari 50 finit 9e et la Toyota 8 10e. En LMGT3, la Ferrari 54 l'emporte. Cela fait 4 constructeurs différents qui s'imposent en LMGT3 cette saison. Suivi par la Porsche 92 et la BMW 46. La McLaren 59 a dû s'arrêter à la fin de course et ne finit que 8e de la catégorie. La Corvette 81 est 4e et les Iron Dames sont 5e. La meilleure Aston est 7e et les deux Lexus finissent à la porte des points. Dommage. Les Ford ont totalement raté leur course. Elles sont 15e et 16e de leur catégorie. À la fin de cette course, 3 des 5 championnats du WEC sont joués. Le premier, c'est la Coupe du Monde des équipes, remportée officiellement par la Porsche Jota numéro 12, qui a fait une saison fabuleuse. Les 2 autres championnats qui sont joués, c'est le classement équipe et pilote en LMGT3, remporté par la Porsche numéro 92 du Montey Pure X Racing, qui a fait la saison la plus régulière possible. Il n'y a que Le Mans qu'ils ont raté. Donc vraiment, bravo à eux, saison fabuleuse, que ce soit pour la 12 ou la 92 d'ailleurs. En LMGT3, la deuxième place va se jouer entre la Porsche 91, la BMW 31 et la Aston Martin 27. Une bataille qu'il faudra vraiment pas prendre à la légère pour la dernière course. Et en ce qui concerne le classement en hypercar, la Porsche 6 prend une énorme option avec 35 points d'avance sur la Ferrari 2e. En finissant 8e, la Peugeot 94 gagne ses premiers points. Et donc ça y est, tout le monde, sauf Isotta, a gagné des points en hypercar. Au classement constructeur, Porsche repasse devant Toyota. Ferrari est un peu plus derrière. La 4e place va se jouer entre BMW et Alpine, qui ne sont séparés que de 3 points. Donc à qui finit devant l'autre lors de la prochaine course. Peugeot est d'ailleurs passé devant Cadillac au classement. On vient de vivre 65 heures et 44 minutes de course. Ça correspond à environ 37 Grands Prix de Formule 1. Et il reste une course. Une course de 8 heures pour départager Porsche, Toyota et Ferrari. Qui va devenir le grand champion du WEC 2024, que ce soit au classement pilote ou au classement constructeur? C'est sur le circuit de Sakhir qu'on va avoir la réponse. Le circuit de Bahreïn est celui qui accueille le final du WEC depuis maintenant quelques années. Ce circuit, qui est dans le Moyen-Orient, est l'un des plus beaux du monde. Inauguré en 2004, il n'a connu aucune modification de tracé et d'asphalte. L'asphalte a donc 20 ans et est donc très abrasif. Les pneus vont souffrir sur ce tracé, ce que Toyota maîtrise à la perfection. En parlant de Toyota, le constructeur japonais verrouille les 2 premières positions de la grille. La Ferrari 51, toujours en quête d'un vrai bon résultat cette saison, est 3e, devant la surprenante Porsche Proton toute moche. La Ferrari 50 est 5e, juste devant la leader du championnat, la Porsche 6. Les 2 BMW finissent aussi dans le top 10. La Cadillac est 13e, la meilleure Alpine est 14e et la meilleure Peugeot est 15e. En LMGT3, c'est aussi un doublé. Les 2 McLaren sont devant la Ferrari 55, les Iron Dames et la Porsche championne. On a les 2 Corvettes en 8 et 9 et les BMW souffrent en 12e et 13e place. Mais la course va être longue. Il reste 8 heures de course. Qui va gagner? Toyota, Porsche, Ferrari. Le duel est lancé à l'avantage de Toyota. Bref, c'est parti. Le départ se passe bien. Le gros freinage du premier virage crée quelques contacts, mais sans gravité. Sauf pour la Porsche 5 qui s'est fait bien tasser. Peu de temps après, la Porsche 6 se fait sortir au 4e virage et passe dernière de la catégorie. La Toyota 7, elle, a pris un mauvais départ et se retrouve 4e. Et on retrouve la BMW 20 en 5e place. Excellent départ. La Ferrari 50, elle, n'est que 9e. Elle doit monter en rythme si elle veut remporter le championnat. Mais la Porsche Jota 38 en décide autrement et la double au début du 3e tour. En GT, tout est calme en ce début de course. Le top 5 est identique depuis le départ. Le premier problème arrive au bout de 20 minutes de course. La Toyota 8 se fait sortir par une GT retardataire. Elle perd que 6 places en passant 7e, mais c'est la Ferrari 51 du coup qui prend la tête. La Porsche Jota 12, elle, prend la 3e place à la Toyota numéro 7. En GT3, la Corvette 81 est rapide, très rapide, et parvient même à passer sur le podium en doublant la Ferrari 55, et se retrouve juste derrière les 2 McLaren. Au tour suivant, elle essaye de doubler l'une d'entre elles. Et y arrive. En hypercar, la Porsche 12 a réussi à doubler la Proton à leur 2e, et part donc en chasse vers la Ferrari 51 pour la tête de course. Ce sera ensuite au tour de la Toyota 7 de revenir sur le podium en dépassant la Proton. On a ensuite une bataille entre la Proton, la Toyota 8 et les 2 BMW pour la 4e place qui s'annonce folle. Pendant ce temps-là,
La Porsche numéro 6 tente de rattraper son retard, mais les Peugeot la ralentissent et l'empêchent même d'aller au rythme espéré. Même la Cadillac arrive à s'en débarrasser, après une magnifique manœuvre au virage 1. En GT3, après leurs arrêts au stand, la Corvette 81 a pris la tête devant la Porsche 92, et les deux McLaren qui suivent sont séparés par la Ferrari 54, et la Ferrari 55 est juste derrière. Mais les stratégies étaient différentes, on ne peut pas savoir qui s'en sortira vraiment. La voiture qui anime la course alors est la Cadillac, elle double successivement la Peugeot 94 et la Ferrari 50 pour arriver en 12e place. Certes, c'est loin dans le classement, mais son rythme peut s'avérer important pour la fin de course. Après 1h30 de course, la Porsche Proton doit faire un drive-through de pénalité pour avoir dépassé sous drapeau jaune, et perd donc un temps précieux. Pour la 5ème place, la Porsche 5 se bat avec la Porsche Jota 38, les BMW sont juste derrière. Mais en tête de la course, c'est la Porsche 12, qui a failli sortir très fort à cause d'une Ferrari GT, ce qui fait que la Ferrari 51 la recolle. La bataille pour la tête s'annonce folle et la Ferrari 51 la reprend au virage 4. Le leader s'arrête, et après le deuxième arrêt de toutes les hypercars, la Ferrari 51 est devant la Porsche 5 et la 12. Les deux Toyota suivent, la 7 devant la 8. En GT3, la Porsche 92, la Corvette 81 et les deux Ferrari et les deux McLaren sont toujours en embuscade. Très peu de temps après, on voit la Toyota 7 au ralenti. Sur les caméras, on suspecte un léger problème de boîte de vitesse, mais la voiture est repartie. Ça n'a pas l'air si grave, mais elle a quand même perdu du temps. Elle est seulement 8ème, derrière les deux BMW qui se montrent toujours aussi solides depuis quelques courses maintenant. En ce qui concerne notre leader du championnat, elle est 10ème. Elle vient de doubler la Cadillac. Si jamais la 6 finit au moins 9ème, elle est sûre d'être championne. La nuit tombe sur le circuit, et toutes les hypercars s'arrêtent, sauf une. L'Alpine 36. Avec sa stratégie conservatrice, elle peut peut-être tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, la Toyota 7 après les arrêts est revenue en 2ème place, devant la Jota 12, la dépassant d'une belle manœuvre. La Porsche 5 d'ailleurs passe aussi la Jota pour monter sur le podium. La Toyota 8, elle, toujours en sandwich entre les véloces BMW pour la 5ème place. Mais après 3h30 de course, la BMW numéro 20 doit abandonner pour des ennuis mécaniques. Quel dommage pour cette voiture qui a manqué cruellement de chance mécanique lors des 3 dernières courses. Une fin de saison triste pour l'équipage de l'Art Car du Mans. L'autre BMW, elle, double à ce moment la Porsche 12 pour prendre la 4ème place. À la mi-course, la Ferrari 51 est toujours en tête, tout comme la Corvette 81 en GT3. La Toyota 8 n'accélère pas son rythme et doit résister à la Porsche Jota 38 pour la 8ème place. En vain. En LMGT3, la Ford 77, qui faisait un bon début de course, s'est heurtée avec la Corvette 81 et perd un élément de carrosserie. À l'issue des arrêts au stand, la Toyota 7 est passée devant la Ferrari 51, mais la japonaise est à nouveau au ralenti. Son problème de boîte de vitesse n'a pas l'air d'être réglé, et la Ferrari repasse devant. Dans le même temps, la Porsche Jota 12 et la Porsche 5 se battent pour la 3ème place, à l'avantage de l'officiel. Et pendant leur bataille, elle double même la Toyota 7, toujours au ralenti, et toujours au même endroit en plus. Ça ne sent pas bon pour la prétendante au titre. L'autre Toyota, elle, fait des erreurs. Les japonaises ont l'air de souffrir sous la pression. C'est rare de voir cette équipe souffrir autant. La Toyota 7, elle, ne finit pas de dégringoler, et à 3 heures du but, elle est 10ème. Et c'est quelques minutes plus tard que la Ford 88 s'enflamme et doit abandonner, ce qui déclenche une virtual safety car à 2h30 du but. Tout le monde s'arrête au stand pour changer leur stratégie, sauf une voiture, la Porsche Jota 12. Elle prend donc la tête devant la Ferrari 51 et la Porsche 5. À la relance, ces trois voitures ont de l'avance. La 4ème place se joue un peu plus loin entre la BMW 15, la Toyota 8 et la Porsche 6, actuellement championne si les positions ne changent pas. La Ferrari 51, elle, arrive à dépasser la Porsche 12 pour la tête de course, tout comme la Porsche 6, qui arrive à prendre la 5ème place à la Toyota numéro 8. En LMGT3, le podium se joue entre la Corvette 81, les Iron Dames et la Aston Martin 27. C'est à ce moment même que la Toyota 7 est poussée dans son garage pour abandonner. La boîte de vitesse est officiellement morte et Toyota peut dire adieu à ses chances de remporter le championnat de pilote. Mais le constructeur est encore faisable. En GT, les Porsche se joignent à la fête pour le classement. La Corvette dégringole en 6ème position de la catégorie avec toujours les Iron Dames en première place. Rien n'est fait dans cette catégorie, à 2 heures du drapeau à damier. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle a marqué ses premiers points lors de la course précédente, la Peugeot 94 doit à nouveau abandonner. Il va déclencher une nouvelle virtual safety car. Et c'est alors que la course va se chambouler. Tout le monde se précipite au stand, sauf deux voitures, la Ferrari 51 de tête et la Porsche 6, championne provisoire. À la relance, ces deux voitures sont logiquement en tête, devant la BMW 15 qui a réalisé un très bon arrêt et a donc gagné des places. La Ferrari 50 est elle 4ème. On est parti pour 90 minutes de sprint final pour finir cette saison. La Porsche 12, elle, a perdu énormément de temps et fait même un tout droit au premier virage. Mais la voiture qui semble être la plus rapide est la Porsche 5. Elle prend même la 4ème place à la Ferrari 50 en LMGT3. C'est le chaos. 6 voitures se battent pour la tête. Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Ferrari, McLaren, pas loin derrière. C'est impossible de s'y retrouver. Mais quel bonheur de voir ça. Et après un chaos total, la Ferrari 55 se retrouve première au virage 4. Tout le monde veut gagner cette dernière course de la saison. Le spectacle est fou. Tout le monde se double et se dédouble. On n'avait jamais vu un aussi beau spectacle en GT3. En hypercar, Peugeot
Peugeot s'en sort pas trop mal avec sa 93 en 8ème place. Alpine est juste devant en 6ème place d'ailleurs. Plus loin, la Porsche 5 prend la 2ème place à la Porsche 6 et un nouveau drame a lieu. La Ferrari 50 et l'Alpine 36 entrent en contact au virage 4. La Ferrari 50 a des dégâts, elle a crevé et doit donc tout réparer. En GT3, 3 voitures se sont démarquées, les 2 Ferrari et la Corvette 81, qui vont se jouer le podium. Il reste 1 heure et la leader rentre au stand, tout comme la Porsche 6, qui ne s'était pas arrêtée lors de la dernière Virtual Safety Car, tout comme la Toyota 8, qui elle surprend avec son rythme. Mais son arrêt est plus court, car elle a moins d'essence à mettre, et la BMW 15 fait d'ailleurs la même stratégie. Après son arrêt au stand, la Toyota 8 est devant la Porsche 6 et la Ferrari 51. En GT3, la bataille est toujours folle, mais la Corvette 82 a rattrapé son retard et est passée 3ème, quand la 81 passe en tête. Ferrari ou Corvette? Nul ne le sait. À 45 minutes du but, seule l'Alpine 35 ne s'est pas arrêtée, mais va le faire. La victoire va se jouer entre la Porsche 5 et la Toyota 8, qui ont eu une meilleure stratégie. En ce qui concerne le championnat constructeur, c'est simple. La voiture qui finit devant l'autre est championne des constructeurs. Mais la Toyota a des pneus plus frais, et elle est bien plus rapide que la Porsche. Cela va sembler compliqué pour les Allemands. La Porsche 6, alors en 6ème place, doit observer une pénalité. Mais les deux rivales au championnat, ayant soit abandonné, soit ayant été retardés par une crevaison, ne peuvent pas la rattraper. Le championnat est gagné à 99,9%. C'est alors que la Toyota 8 fait une manœuvre très musclée au virage 8 sur la Porsche 5. La manœuvre est belle et la Toyota commence à s'envoler. En 3ème place, on retrouve une surprenante Peugeot 93, la Porsche Jota 38 et juste derrière, la Ferrari 51. La française tient d'ailleurs le coup. La Ferrari va même dépasser la Jota pour la 4ème place, puis à 15 minutes de la fin, la Ferrari dépasse la Peugeot pour la 3ème place. Les chances de podium de la française sont terminées. La Porsche 5 se fait même rattraper par la Ferrari et se fait doubler par cette dernière dans le dernier tour. C'est alors que la Toyota passe la ligne en première place pour permettre à Toyota de gagner le titre constructeur. Juste derrière elle, la Ferrari 55 et les deux Corvettes montent sur le podium du LMGT3. La Porsche 6 finissant 11ème devient la nouvelle championne du WEC en championnat pilote. La Ferrari 51 finit 2ème et la Porsche 5 3ème pour compléter le podium. Mais après la course, la Ferrari 51 est pénalisée de 4 minutes et 55 secondes pour avoir utilisé 2 pneus de plus que ceux autorisés. Ce qui laisse la 2ème place à la Porsche 5 et la 3ème à la Peugeot 93. Peugeot monte sur le podium à la toute dernière course de la saison. En 4ème place, on retrouve l'Alpine 35 qui sécurise la 4ème place au constructeur français dans le championnat constructeur. La BMW 15 est 5ème devant la Cadillac 6 et la Porsche Jota 38 qui, grâce à cette course, prend la 2ème place au classement du championnat du monde des équipes hypercars. En LMGT3, c'est bien donc Ferrari qui gagne avec la 55 devant les deux Corvettes qui montent sur leur premier podium de la saison devant la Lamborghini 60 et la Porsche 91. La meilleure McLaren est seulement 6ème malgré leur pole position. Les BMW totalement absentes de cette course finissent dernière classée quand les deux Ford et les deux Lexus ne finissent pas la course. La saison 2024 vient d'être terminée, elle était folle. Il est l'heure du bilan et on va commencer par le LMGT3. Le pire constructeur cette saison, c'est Lexus. Très peu de performance et aussi très peu de réussite. Les deux voitures sont dernières et 16e du classement. Espérons que ça se passe mieux en 2025. On a ensuite Ford qui a eu du mal, nouvelle voiture en même temps, donc logique, mais on a quand même eu un moment fort, le podium des 24 heures du Mans. Mais on espère une progression pour cette nouvelle saison. On a ensuite Corvette, qui sans son double podium à Bahreïn, serait bien en dessous dans ce classement. Les voitures n'ont pas été très bonnes cette saison. Merci Bahreïn, qui fait passer leur saison de 0 à ça passe. Lamborghini a manqué de chance en 2024. Entre fiabilité et petites erreurs, les Iron Dames sont passés à côté de leur saison. Quand la Iron League jaune, elle, gagne plus de la moitié de ses points avec sa 4ème place à Sakir. C'est assez fou. On a ensuite McLaren qui a connu une montée en puissance tout au long de la saison, et c'est très rassurant pour la suite. Je veux voir cette voiture monter en performance pour 2025. Jamais j'aurais pensé dire qu'Aston Martin serait que le 4ème constructeur le mieux classé du championnat. La voiture a très bien performé et très bien commencé, notamment au Qatar. Il y a même une victoire aux USA et des performances très solides, mais la saison de la 777 a été beaucoup plus compliquée que celle de la 27. C'est vrai. BMW a fait une très belle saison. On a une victoire, plusieurs podiums. Non, c'est du très solide. Peut-être moins d'irrégularité aux USA et à Bahreïn notamment, et leur saison serait vraiment très bonne. Ferrari, eux, c'est un début de saison un peu discret, mais très régulier, avant de tout défoncer lors des 2 dernières courses. Ça annonce du très très lourd pour les prochaines saisons de la voiture. Et bien sûr, le meilleur constructeur, c'est Porsche. 50% des victoires, bon, c'est juste parfait en fait. Bravo à eux, ils ont tout cartonné. On passe à l'hypercar maintenant. Let's go. La moins bonne des hypercars, c'est bien sûr l'Isota Fraschini. Avec si peu de budget et si peu de développement, la voiture était en dessous. Triste qu'elle n'ait pas pu finir la saison par contre, mais ce n'était pas une véritable surprise. Très loin de la concurrence, Lamborghini est avant-dernière du classement. Ce n'est pas une véritable surprise. On a vu au fur et à mesure du programme que ça tenait pas trop la route. C'est quand même bien dommage que la voiture ne fasse pas le WEC l'année prochaine par contre. Ensuite, on a Cadillac. La plus grosse déception pour moi de cette saison. Des accidents, des problèmes, des erreurs, c'est dommage. Surtout quand tu qualifies ta voiture dans le top 4 sur 5 courses sur 8. J'espère que maintenant que c'est Jota qui prend en charge Cadillac, ça va cartonner. Et en vrai, je l'espère. On a ensuite Peugeot. Certains pensent que c'est encore une déception, mais c'est quand même bien rassurant comparé à 2023. Ça paraît plus solide,
plus régulier. Et si la 93 avait fini 2e comme prévu au Qatar, la voiture serait 6e du championnat. On est passé à 2 tours de ça. C'est beau. Et c'est même assez fort finalement. Par contre, il faut que les deux voitures soient aussi bonnes. La 94 a été exécrable cette saison. BMW finit 5e et on a eu de très bonnes choses. Les qualifs du Mans, le podium à Fuji, la vélocité lors des 3 dernières courses, mais ça reste très peu fiable. Et de gros points ont été perdus à cause de ça. Point à améliorer en 2025. En 4e place, on a Alpine, qui a été surprenante cette saison. Qui aurait cru les voir 4e du classement constructeur dès leur première saison? Pas moi en tout cas. Si on oublie l'horreur du Mans, leur saison a été très bonne. Les 3 autres constructeurs étaient sur une autre planète cette saison. Et le moins bien classé d'entre eux, c'est Ferrari. Malgré leur victoire au Mans et celle à Cota pour la 83 privée. La voiture a manqué de chance à Spa, et certains choix stratégiques étaient étranges, comme à Imola ou encore à Bahreïn. C'est dommage. Si l'équipe est plus régulière en 2025, ce sera un carnage. Porsche, malgré leur très bonne saison avec le titre pilote, leurs 3 victoires, ils n'ont pas raflé le championnat constructeur pour 2 petits points. Et même les privés ont fait de belles performances. Proton a été solide et a montré du très bon, surtout à Spa-Francorchamps. Et Jota a montré qu'ils étaient capables de rivaliser avec les officiels à presque toutes les courses de leur saison. Bravo Porsche, vous avez été très fort. Mais les champions de constructeurs, c'est Toyota. Ils ont eu des soucis cette saison. Mais jamais les deux voitures ensemble. Soit c'était la 7, soit la 8. Donc le système du championnat constructeur convient à ce type de performance. Mais Toyota a montré du lourd, comme d'hab. Mais il y a quelques signes de faiblesse dont ils doivent se débarrasser pour être à nouveau sur le toit du monde de l'endurance en 2025. 2024 en endurance, ça a été une année folle. On a sûrement eu la meilleure saison du WEC de très loin, dépassant donc 2016. On a eu du quasiment jamais vu à chacune des courses. Bref, c'était palpitant et ça ne donne que du bon pour 2025. Car en vrai, 2024, c'est un peu un échauffement à 2025. Cadillac qui aura 2 voitures engagées par le team Jota, ça va être fou. Aston Martin et sa Valkyrie qui arrivent en catégorie Rennes pour la première fois depuis 2010, ça va être fou. En LMGT3, on a Iron Lynx qui engage des Mercedes AMG, ça va être fou. Bref, on a aussi Porsche qui engage les Iron Dames, le retour d'Iron Dames chez Porsche. Bref, 2025, ça va s'annoncer fabuleux et ça arrive vraiment dans pas longtemps. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous avez aimé l'histoire de l'endurance en 2024, donc préparez-vous à vivre des trucs de fou en 2025. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai tenté un nouveau petit setup, un peu plus canapé, un peu plus chill. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Je vous avoue que ça fait 3 heures que je suis en train de tourner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien. 2025 s'annonce très lourd. La bise.